J'allais courir 20 à 22 km 4 à 5 fois par semaine, toute l'année, ce qui faisait que je me réveillais à 5 h du matin avant d'aller à l'école et je faisais mon jogging, mon footing tout seul avec mon Walkman. J'ai postulé et j'ai terminé premier au test. On m'a proposé de rentrer chez les paracommandos le 22 décembre 97. Okay. On faisait des examens, on me disait votre genou a l'air normal, on a fait une arthroscopie, il n'y a rien, il n'y a pas de ménisque qui n'est pas touché, rien du tout, on ne comprenait pas. Et moi je me dis purée, qu'est-ce qui se passe? Il y a le destin qui s'acharne sur moi parce qu'en c'est 1 an, tu ne peux pas faire de sport quand tu es habitué à bouffer 10 heures de sport par jour. C'est un drame, un vrai drame. Et puis à un moment donné, on dit monsieur Boufrailly, ben, écoutez, vous avez une capsulite du genou. En fait, au vu de ce que vous avez déjà fait dans votre vie à 20 ans, vous avez marché l'équivalent de ce qu'un homme aurait marché quand il en aurait 60. Ah ouais. La religion, ça t'apprend à donner aussi un sens autrement. Et ça, c'est ce qui nous manque en Occident. Et ça, moi, je peux le dire parce que je suis issu d'ici. Je te rejoins à fond. Ouais. Et depuis que je suis tout petit, ça, c'est un truc, et même encore maintenant, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tout cas, moi, dans ma tête, je suis persuadé qu'il y a une personne qui voit tout ce que tu fais aussi, quoi, tu vois. Clair. Et que quand tu seras mort, tu devras justement venir à ton examen final, justement, et voir, voilà, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu n'as pas fait de bien, etc. Tu vois. Donc, moi, je l'ai dans ma tête et je pense, dans les prochaines années, justement, me diriger de plus en plus vers une religion. Salut Ismaël, j'espère que tu vas bien. Salut Lucas, très bien, merci et toi? Ça va super. Bah, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation justement dans ce podcast. Avec plaisir. Pour commencer justement ce podcast, moi j'aimerais bien juste commencer par le commencement, d'où je t'ai connu. La première fois que je t'ai vu, alors moi la première fois que je t'ai vu, j'étais chez mes parents, on regardait la télé, on regardait RTL TVI et il y a eu un reportage, tu vois, sur des gens qui sont partis de zéro et qui ont lancé des business qui ont très bien fonctionné, etc. Et il y avait plusieurs personnes, dont toi, et moi je me souviens que toi ça m'avait vraiment marqué parce qu'on voyait vraiment que tu étais parti de zéro, il y avait personne qui t'avait aidé, tu t'es fait tout seul et je me suis dit, punaise, c'est super inspirant et moi c'est vraiment le genre de truc dans mon parcours qui m'a inspiré de me lancer, de voir en fait des personnes qui sont parties de zéro sans l'aide de personnes et qui ont réussi. Et ça m'a montré que si d'autres personnes le font, tu peux le faire aussi en fait, tu vois. Donc moi ça m'avait motivé et alors après j'ai lancé mon business, donc j'ai commencé à faire mes business en ligne, etc. Et puis il y a un jour je devais meubler mon appartement et là je me suis rappelé de toi et je me suis dit punaise, en fait il y a ce mec là, Ismaël, je me souviens de lui à la télévision, etc. Donc je vais voir si son magasin existe encore. Moi je ne m'y connaissais pas du tout en meubles et tout ça, de meubles de luxe et tout ça. C'est toi qui m'as mis justement dedans et donc j'ai regardé, je t'ai contacté sur Instagram, tu m'as directement répondu, donc je suis venu au magasin, on a discuté, etc. On a bien accroché et j'ai acheté mes premiers meubles chez toi et moi ça me faisait plaisir justement de venir acheter mes meubles chez un gars qui m'avait indirectement inspiré quand j'avais peut-être 14-15 ans et que j'ai vu à la télévision, quoi, tu vois. Donc moi c'est comme ça que je t'ai rencontré, pour que les gens comprennent un petit peu et que je pose le décor. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est que tu nous expliques toi comment tu as commencé, ton parcours, qui tu es, en quelques mots, pour que les gens qui ne te connaissent pas apprennent à mieux te connaître, quoi. Ok. Écoute, d'abord merci pour ce témoignage. Je n'étais pas au courant de l'historique de comment tu avais fait connaissance avec moi. Alors, pour te donner le rapide parcours, hein, donc moi, je suis né à Bruxelles. Je suis scarbécois de naissance. J'ai grandi dans les écoles populaires les plus normales. J'ai eu un parcours scolaire qui, en termes de travail, était très convenable. Donc, je travaillais toujours très bien. J'étais dans les premiers de classe. Mais qui, en termes de comportement, j'étais quelqu'un qui était, je vais dire, turbulent. Voilà, ça, c'est le mot exact, turbulent. Donc, j'ai été plusieurs fois viré en secondaire, tout en étant tout le temps quasi premier de classe, mais viré à cause d'un comportement turbulent. Donc, je trouve que dans le passé, je pense qu'il n'y avait pas le suivi. Des fois, on ne savait pas canaliser des enfants qui avaient en fait juste trop d'énergie, parce que c'était que ça, en fait, hein, on parlait un peu trop en classe, il n'y avait rien de méchant. Mais j'ai un parcours que j'ai terminé donc, tranquillement en sciences éco, maths fortes, convenablement, donc en général. Et j'étais sportif en parallèle. Donc moi, j'ai commencé le karaté à 7 ans et je m'y suis attaché. À partir de 10 ans, j'ai commencé à gagner des compétitions nationales et internationales. Et donc, j'ai été assez loin en karaté, de 10 à 17. Et donc, sur ma dernière année, donc mes 18 ans, en terminant l'école, je me suis inscrit à Solvay pour faire ingénieur commercial parce que voilà, j'étais doué en maths. Et très, très vite, je me rends compte, quand je dis très vite, donc les cours commencent le 15 septembre, et déjà courant octobre, je me rends compte que c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que de nature, j'étais quelqu'un de, je vais pas dire extrémiste, mais qui fait les choses à fond. Et quand j'allais courir, par exemple, de ma 4e, 5e, 6e secondaire, j'allais courir 20 à 22 km 4 à 5 fois par semaine, toute l'année, ce qui faisait que je me réveillais à 5 h du matin avant d'aller à l'école et je faisais mon jogging, mon footing tout seul avec mon Walkman. Hein, les jeunes n'ont pas connu ça, mais voilà, l'équivalent de notre portable aujourd'hui, et j'allais courir tout seul. Et je me suis très vite rendu compte que ça, à l'université, ça allait plus être possible. Donc, aller courir, faire du karaté et faire l'unif, ça allait plus être possible. Et j'avoue que je voulais aussi me marier très jeune.
Je sais pas pourquoi, j'avais une envie d'avoir une situation stable. Et donc, j'ai dit à mon papa, écoute, voilà, papa, je me vois pas, en fait, faire 5 ans d'études, à 23 ans, aller chercher du travail. Et en plus, c'est l'école, le boulot intellectuel pur, je me voyais pas dedans. Donc, je me voyais pas en chemise, cravate, ingénieur commercial et venir commencer à faire un travail de bureau. Et j'étais encore très jeune, hein, je parle d'un moment où j'ai 19 ans. Quand je prends cette décision, même pas encore. Et je dis à mon père, écoute, voilà, j'aime beaucoup le sport extrême. Et je pense que le moyen d'avoir une situation professionnelle convenable, finalement en Belgique, tout en continuant mon sport de la manière la plus intensive possible, c'est d'être paracommando. Okay, ouais. Et j'ai postulé en parallèle. En fait, j'avais postulé sans dire à mon père que j'ai été lui le dire au moment où j'ai eu le résultat que j'avais terminé premier au test para et que je pouvais être engagé directement. Pourquoi? Parce que tu avais peur de sa réaction avant? Non, même pas. Je voulais juste être certain que d'abord je corresponds au profil. Parce que je voulais pas faire je vais faire un truc et puis en fait non, t'es pas pris parce que les tests para, c'est pas uniquement le sport. Hein. Il y a aussi des tests psychologiques, il y a des tests intellectuels, il y a des choses pour lesquelles tu peux ne pas être pris et qui n'ont rien à voir avec tes capacités, en tout cas de ce que toi tu penses être tes capacités. Et donc moi je me suis dit, je vais d'abord passer les tests et donc j'ai préparé le terrain pour dire à mon père que voilà, l'UNIF, c'était pas mon truc. Alors j'ai un papa qui était très réceptif parce que depuis qu'il me connaît, il sait qu'il avait un fils quand même qui était assez courageux. Tu vois, c'est rare qu'on voit un gamin de 15 ans se lever à 5 h du matin et aller courir 20 km quand les gens dorment. Donc il n'avait pas peur à ce niveau-là. Il m'a toujours dit, fais quelque chose que tu aimes et voilà. Et tant qu'en fait tu glandes pas, donc ça marche autant chez moi que chez mon papa. Et c'est comme ça que j'ai postulé et j'ai terminé premier au test. On m'a proposé de rentrer chez les paracommandos le 22 décembre 97. Okay. Ce qui est en fait le lendemain de mon anniversaire et le jour de mes 19 ans en fait. Ok. Ouais. Juste avant de passer sur la suite de ton parcours, donc les meubles, des styles, puis ton premier magasin aussi que tu avais eu Anderlecht, etc. Enfin, que tu as encore toujours. Je voudrais juste rebondir sur un point, c'est sur l'extrémisme en fait, tu vois. Parce que moi, je me reconnais dans ce que tu dis. Et moi, je suis aussi fort extrémiste dans tout ce que je fais, que ce soit dans le travail, dans le sport. Et en fait, je me rends compte que c'est bon, mais parfois, ça peut être mauvais aussi. Parce que moi, parfois, j'ai déjà eu des blessures à cause justement que je suis trop extrême et que je m'écoute pas assez. Parce que je me dis, il faut que je le fasse, que j'aille jusqu'au bout. Et parfois, dans le travail aussi, parce que tu vois, je vais me dire, j'ai un projet et je peux bosser parfois 14, 15, 16 heures dessus, mais sans arrêter, quoi, tu vois. Du coup, toi, comment tu vois la chose et comment tu arrives justement à avoir, on va dire, un certain équilibre tout en étant justement extrême, quoi? Alors, tu as posé un point important et ça, effectivement, on l'apprend avec l'âge et la maturité. Mais c'est vrai qu'au début, surtout quand on a des caractères qui sont... J'ai même pas envie d'utiliser le mot extrémiste parce qu'en réalité, c'est de la passion. C'est quand on aime quelque chose, on est des malades, on fait des trucs à fond juste parce qu'on l'aime. Et quand on l'aime, en fait, on est déraisonnable. Et c'est ça le problème, en fait, plus que l'extrémisme. Après, bien sûr, l'extrémisme est souvent aussi je pense, une partie d'un caractère de quelqu'un qui est perfectionniste ou qui cherche à être le meilleur dans ce qu'il fait. Mais en réalité, c'est vrai, il faut pas être trop extrême. Pourquoi? Parce qu'on passe à côté d'autres choses. Et des fois, même pour performer, d'ailleurs, on l'apprend avec les sportifs de haut niveau, il faut se reposer, il faut bien manger. Et en fait, il y a plein de choses qui vont venir accompagner ton parcours. Et c'est clair que tu es beaucoup plus jeune que moi. Et ça, c'est un outil qu'aujourd'hui, nous, on peut vous partager parce que nous, on n'avait personne qui nous partageait ça quand on était plus jeune. Mais effectivement, dans chaque chose, il faut un milieu et il ne faut pas exagérer. Alors, bien sûr, il n'y a pas de secret. C'est pas en travaillant 8 heures, 15 heures ou 9, 17 que tu vas cartonner dans ce que tu fais. Ça, c'est certain. Mais faire des 20 heures par jour comme nous, on a fait comme des malades mentaux sans compter, c'est pas bon non plus. Parce qu'il faut absolument, et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours nourri aussi, il faut absolument nourrir l'à côté. L'à côté, c'est la famille d'abord. Hein, il faut, même si bien sûr, il y a une part de sacrifice important, et moi je le dis tout le temps, à chaque fois que j'en parle, je présente mes excuses à ma femme, mes enfants et mes parents, tu vois, que je ne vois pas assez, et mes frères et sœurs. Donc mon noyau familial premier sont les premières victimes, parce qu'ils ont un droit sur moi, et je n'arrive pas à leur donner à ce qu'ils méritent. Mais ils savent que c'est fait parce que voilà, on a construit une carrière en 10 ans, finalement, on a fait ce que des gens font en 4 générations. Et ça, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas le faire sans un sacrifice. Exact. Mais ça se communique. Ça se communique. Mes parents, mes enfants, ma femme savent que je les aime très fort. Mais voilà, nous, on n'a jamais fait de crédit de notre vie. On n'a jamais demandé un bal à personne. Donc, je peux te dire, c'est à la sueur de notre front tous les jours. Et quand tu as une crise Covid ou une autre crise, ce n'est pas l'argent de la banque que tu es en train de risquer. Hein, c'est l'héritage de tes enfants. Donc, tu es beaucoup, beaucoup plus consciencieux de ce que tu fais. Et tu le fais de manière plus réfléchie. C'est juste que des fois, tu es sur le ring et tu ne peux pas baisser la garde. Hein. Et donc, ça te pousse à rester debout. Et c'est ça qui fait que des fois, tu vas un peu trop loin. Mais sinon, moi, le conseil que j'ai à te donner aujourd'hui à toi, comme à tous ceux qui vont nous écouter, c'est effectivement essayer de se construire et surtout construire une vie à côté. Il n'y a pas que le boulot, les gars. Et être millionnaire, être seul, c'est bidon. Hein. Être n'importe quoi et être seul, c'est bidon. Hein. La vie, elle ne vaut que si elle est partagée. Peu importe ce que tu gagnes. Que ce soit 2 000 € par mois, 5 000 ou 10 000, elle ne vaut que si tu
la fais partager et si tu fais grandir les gens autour de toi et que ben voilà, tu as c'est ça la richesse, c'est pas l'argent. Les gens pensent non, c'est pas l'argent, c'est être heureux, épanoui et autour avec les gens avec qui tu grandis ensemble. Ouais, non, c'est incroyable ce que tu dis, je te rejoins à fond parce que tu peux avoir tout l'argent du monde, comme tu dis, si tu es tout seul, en fait, tu es content parce que tu as réalisé quelque chose, mais là où tu es le plus content, c'est en fait quand tu partages avec ta famille, que tu vas offrir des cadeaux, bien que tu vas partager justement le fruit de ce que tu as réussi à faire avec eux, il n'y a rien de plus beau en fait. Bien sûr, donc ça, je te rejoins à 100%. Quoi. Exactement. Entre autres, il y a ça, il y a tout le reste. Il faut, donc c'est ça, donc l'extrémisme dans sa passion, dans son travail, il faut y mettre un frein, même dans le sport aussi. Hein, tu vois, on sait tous, d'ailleurs, ça va être la suite de l'explication. Si je suis devenu aujourd'hui ce que je suis devenu, c'est aussi grâce à l'extrémisme, c'est-à-dire j'ai été trop loin, j'ai bousillé mon genou. Donc à un moment donné, voilà, il faut savoir écouter le destin. Et ça aussi, je le dis à tous les gens qui ont des épreuves, pensez jamais qu'une épreuve, c'est la fin de quelque chose. Non, une épreuve, c'est souvent le début d'autre chose. Arrêtez de penser. Moi, j'étais donc très jeune, donc j'ai commencé les paras le 22 décembre 97 et le 30 juin, donc le lendemain du jour où je suis breveté, je fais un saut de parachute de plaisir, tu vois, on saute bêtement et j'atterris, j'ai eu mal. Et en fait, au début, c'était une simple douleur, c'était pas quelque chose qui nous a inquiétés. 1er juillet, j'étais en vacances, donc je vais en vacances, je fais du jet ski, je vais courir encore, malgré que j'ai une gêne et je suis jeune. Donc, j'écoute pas la gêne. Comme tu disais tout à l'heure, écouter son corps, je ne l'écoute pas parce que de nature, je suis endurant. Et donc, en fait, je continue à blesser mon genou sans le savoir. Et je suis revenu, donc j'ai repris le 1er août mon service. Bon, j'étais volontaire, mais j'ai repris donc à la caserne. Et là, je sens que j'ai vraiment mal, donc je vais quand même faire des examens complémentaires. Et en fait, ça prend presque 1 an à déceler ce que j'ai vraiment. On ne trouvait pas, on faisait des examens, on disait votre genou a l'air normal, on a fait une arthroscopie, il n'y a rien, il n'y a pas de ménisque qui n'est pas touché, rien du tout, on ne comprenait pas. Et moi je me dis purée, qu'est-ce qui se passe? Il y a le destin qui s'acharne sur moi parce qu'en c'est 1 an, tu ne peux pas faire de sport quand tu es habitué à bouffer 10 heures de sport par jour. C'est un drame, un vrai drame. Et puis à un moment donné, on dit monsieur Boufrailly, écoutez, vous avez une capsulite du genou. En fait, au vu de ce que vous avez déjà fait dans votre vie à 20 ans, vous avez marché l'équivalent de ce qu'un homme aurait marché quand il en aurait 60. Ah ouais. Sauf que tu as condenser tout ça sur 4-5 ans de vie. Et donc, ton genou, il a pris 50 ans en 4 ans. Et donc, on te dit, voilà, monsieur Boufrailly, aujourd'hui, on n'est pas sûr que vous allez pouvoir recourir de toute votre vie. Ça, quand on te dit à 20 ans, et que toi, tu as tout quitté dans ta vie pour faire ça, parce que moi, c'était le... Ah ouais, il y a tout qui s'écroule. Moi, il n'y avait que ça dans ma vie. Hein. Moi, j'ai quitté l'UNIF, j'ai quitté la maison pour être sportif de l'extrême. Tu vois, si j'ai fait para, c'est parce que j'adorais faire des choses extrêmes. Et puis, on te dit ça. Alors, après, ça va rejoindre ma foi. Moi, je suis quelqu'un de très croyant et j'ai eu du mal, mais le fait d'être croyant, ou en tout cas d'avoir une foi, tu te dis, écoute, si Dieu a destiné ça pour toi, parce que finalement, c'est le destin. Pourquoi toi, ton genou, il ne tient pas? Oui, bien sûr, il y a des raisons, mais il y en a d'autres, je pense, qui ont été même peut-être plus extrêmes que moi, mais qui l'ont fait peut-être plus correctement. Ouais. Peut-être avec des meilleurs baskets, tu vois. Et donc, tu te dis, si Dieu t'a fermé une porte, peut-être qu'il est en train de t'ouvrir autre chose. Ouais, mais justement, à ce moment-là, quand ça t'est arrivé, parce que moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au destin aussi, mais je sais que parfois, quand il m'arrivait certaines choses dans ma vie, sur le moment même, tu vois, le premier mois, tu comprends pas ce qui t'arrive, et c'est seulement avec le recul que tu prends conscience que, heureusement que ça t'est arrivé, parce que ça a ouvert une autre porte. Toi, à ce moment-là, quand ça t'est arrivé, est-ce que tu as pris conscience directement de te dire, OK, c'est le destin, je vais prendre un autre chemin, ou bien sur le coup, tu étais dégoûté, tu as eu une grosse baisse de motivation dans ton parcours, justement? Alors, sur le moment même, bien sûr, il y a toujours le, entre guillemets, je veux dire, le dégoût, en tout cas, il y a la haine, je vais dire ça comme ça, de se dire purée. Mais le fait d'avoir une foi, en fait, tu ne remets pas en question. C'est ça le truc. C'est pour ça que ce qui est très bien, c'est pas nécessairement le fait d'avoir une foi en Dieu. Moi, c'est une foi en Dieu, mais c'est juste se dire qu'il faut accepter. Moi, j'ai toujours dit, ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument partager, Lucas. C'est qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que je vis autour de moi. Quand je vois les gens, il pleut, ils râlent. Il fait trop chaud, ils râlent. Ça va bien, on n'a pas le temps. Ça va mal, on n'a pas d'argent. Tu vois, on a toujours une raison pour râler. Et moi, ce que je dis toujours, en fait, c'est la base, le mindset qui doit changer. Quand ton mindset est bon, quoi qu'il t'arrive, tu te dis, écoute, si ça devait m'arriver, c'est que ça devait. Alors moi, ce que je dis, c'est pas qu'il faut tout accepter. Attention, on dit c'est le destin, mais même la notion de la croyance au destin, elle a une flexibilité. Il y a le destin, mais le destin, voilà, moi j'ai été blessé au moment même, le docteur m'a dit, monsieur Boufrailly, vous n'allez plus pouvoir courir de votre vie. Entre-temps, je vais skier, je fais du vélo et je cours quand même légèrement. Donc ça ne veut pas dire que j'accepte ce qu'on me dit, mais je le prends avec un petit peu de distance et je le prends plus facilement. Après, il y a le truc qu'il faut se dire, et ça c'est ce que je veux surtout partager, et les gars, les amis, il y a un truc. Quand vous pouvez changer quelque chose, vous pouvez râler. Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas au boulot, tu as pris du poids, tu dis, purée, j'ai envie de perdre 10 kilos, mais toi, tu peux le changer. Tu peux te lever demain matin, aller à la salle de sport, manger plus sainement. Donc là, tu peux râler sur toi-même et te dire, purée, je suis un paresseux, purée, je peux faire mieux. Là, je suis d'accord et là, on peut râler. Mais quand on ne sait pas changer quelque chose,
T'es là, Ouais, je suis d'accord t'as avec été toi, ouais. skié. Moi, par exemple, ça m'est arrivé en mars. Cette année, j'ai été skié. Franchement, toute ma vie, j'ai fait le con. Cette année, j'ai été skié. C'est l'année où j'ai skié le plus calmement possible. Enfin, le plus raisonnablement. Je ne veux pas dire calmement, mais le plus raisonnablement. Et je me suis éclaté le ligament du genou droit. Mais sincèrement, je l'ai fait de la manière tellement la plus propre que quand c'est arrivé, je dis, bon, voilà, c'est Dieu qui a voulu que je passe par là. Ouais. Et sincèrement, je ne sais pas changer la situation. Eh ben, tu sais quoi? J'avais une douleur de malade. Enfin, les ligaments croisés, celui qui s'est éclaté, rupture totale ici. Je t'assure, je souriais dans la piste. Je savais ce que j'avais. J'avais mes potes autour de moi et je rigolais. Je disais, il fallait que ça arrive. Tu vois, c'est comme ça. C'est l'année où tu fais le plus le sage que tu t'éclates, tu vois. Et donc, je le prends avec le sourire parce que de toute façon, c'est fait. Je ne sais pas le changer. Il pleut, ben moi, je ne sais pas changer. Hein. Je ne suis pas Dieu, je ne sais pas arrêter la pluie. Ça, exact, Eh ben, ouais. je souris. Je le dis à tout le monde, il fait froid. Et les gars, on a de la chance. Hein. On a des écharpes, on a des vestes. Rappelez-vous juste ça. On a des chauffages, on a des bagnoles, il y a l'airco, il y a la clim, il y a tout. On n'a pas le droit de se plaindre. Et ça, si, je t'assure, hein, si, je vais dire, ça rejoint certainement 90% de la population mondiale. Si 90% de la population mondiale se rappelait qu'elle avait de la chance, elle est peut-être 80% se rappelait qu'elle était privilégiée, qu'elle avait de la chance, le monde entier, on nagerait dans le bonheur. Les gens, en fait, ils oublient que rien que le fait d'avoir des vêtements, c'est déjà une bénédiction. Le fait d'avoir à manger, il y a des gens, ils n'ont pas. Et nous, on râle pour plein de trucs. Tu vois? Et c'est ça, en fait, qu'il faut partager. Il faut partager, les gars, les choses qu'on ne sait pas changer, il faut les accepter. Les choses qu'on peut changer, alors on y travaille. Ouais, c'est super. Je te rejoins à fond sur tout ce que tu dis. C'est vraiment la réaction que tu vas avoir par rapport aux événements, en fait. À partir du moment où, justement, tu as ce mindset-là, la réaction positive, en fait, tu peux vraiment prendre des choses négatives dans la vie, comme les gens disent, comme la pluie, etc. Ou, un mauvais truc qui peut t'arriver dans la vie. Tu peux transformer, justement, cette énergie négative-là, ou bien cette force négative-là, en énergie positive quand tu as de la haine aussi, en fait. Au lieu de faire que râler, avoir la haine et râler sur quelque chose, tu transformes cette haine-là en énergie positive que tu vas pouvoir mettre dans le travail, dans la création d'un nouveau projet, des trucs comme ça. Et c'est souvent dans ces périodes-là, justement, où tu arrives à développer un truc de fou. En fait, c'est dans les périodes où tu as la plus grosse frustration, la plus grosse haine, où tu es le plus triste aussi, où justement tu as le bon mindset, tu arrives à switcher à 180 degrés. Et là, tu peux faire des trucs de dingue, justement, dans ta vie, quoi. C'est que ça. Pour reparler un petit peu de ton parcours professionnel, donc on s'arrêtait là où tu étais paracommando, tu t'es blessé. Qu'est-ce qui s'est passé juste après, du coup? Alors écoute, je suis blessé, donc pendant 1 an, je suis en traitement jusqu'à un moment donné où on se rend compte qu'on va avoir du mal à le guérir. Et donc c'est là que j'apprends que ça peut prendre des années. Et donc je peux continuer, parce que j'étais volontaire court terme, je peux continuer à l'armée en tant que, je vais dire soldat, mais en logistique. Ou alors je me cherche autre chose. Et moi, bien sûr, il est impossible dans mon cerveau de rentrer dans un truc pour être, entre guillemets, dans l'élite sportive et puis me retrouver à faire du classement le temps que mon genou aille mieux. Et j'ai préféré donc mettre fin à mon contrat, qui était un contrat de 2 ans. Et j'ai postulé à la Sabena. J'ai postulé à la Sabena, où là, j'ai eu un métier qui s'appelle dans le temps MOP et qui voulait dire mécanicien opérateur sur piste. Alors comme ça veut rien dire, mais tout le monde connaît ce métier. C'est le mec qui est avec le casque sur la piste et qui pousse l'avion en marche arrière. C'est le mec qui parle avec le pilote au moment où on fait le démarrage des moteurs et qu'on vérifie que tout va bien. Et on est vraiment le dernier à saluer le pilote sur la piste au moment où lui, le pilote, prend le contrôle de son avion pour partir en marche avant. C'est un métier qui, pour moi, a été génial. Je suis arrivé là, en fait, j'étais encore assez jeune, parce que mon parcours militaire, c'est 19-21 et je rentre directement après, donc il n'y a pas de switch off entre les deux. Et je me rends compte, je suis dans un système où moi j'ai 21 ans et j'ai l'impression d'être au Club Med. C'était un boulot extraordinaire. Et pareil, j'étais entouré, on était dans un service de 160 personnes et en fait, les gens avaient une nature de se plaindre. Alors que moi, qui venais des parages, je passais d'un extrême à l'autre. En fait, mon boulot, je le trouvais génial, mais les gens, ils se plaignaient. Parce qu'on on avait des zones et on devait pousser, on était par exemple à 4 sur une zone. S'il y a un avion qui arrive, le premier, c'est moi qui m'en occupe, le deuxième, c'est mon collègue, le troisième, et puis moi, je reprends le 5e et ainsi de suite. Ce qui arrivait des fois, c'est que tu avais un mec qui devait en faire 2 parce qu'un avion avait traîné, qu'il y avait un mec qui était bloqué. Et le mec qui en avait fait 2, il râlait. Moi, la vérité, je peux en faire 18 consécutivement et mes potes être à 0, ça me dérangeait pas parce qu'en fait, justement, tu t'occupes, tu te rends. Mais la nature humaine avait ce truc-là où moi, je remarquais que les gens, en fait, étaient très paresseux. Tu vois, il y a vraiment ce truc où on compte aussi. T'as fait, je fais. Tu vois, et c'est comme ça dans la vie partout aujourd'hui. Et je pense que avoir ça, en fait, finalement, c'est se mettre au niveau des autres. Et là, si on doit faire justement ce podcast pour partager des choses, ne vous mettez au niveau de personne, les amis. Faites juste ce que vous êtes capable de faire. Et la nature, elle va faire son rôle. Il y a des gens, ils sont faits pour être, je vais le dire, comment je peux le dire, il y a des gens qui sont faits pour être employés, il y a des gens qui sont faits pour être ouvriers, il y a des gens qui seront faits pour être chef d'équipe, il y a des gens qui sont faits pour être patron. Et je pense que quand tu fais les choses avec ton cœur, tu trouves ta place. Là où elle est. Et moi, je dis pas qu'elle est meilleure en étant patron. Je dis pas ça. Il y a des ouvriers qui vivent une meilleure vie que des patrons. Il y a des employés qui vivent une meilleure vie. Le tout, c'est de se sentir, d'abord utile et d'être épanoui dans ce qu'on fait. Tu vois, et c'était juste ça. Moi, j'étais ni chef d'équipe à ce moment-là, j'étais le nouveau qui arrivait.
Mais j'ai été très vite épanoui. Et d'ailleurs, j'étais le dernier qui est rentré avant la faïllite, parce que tu sais que là, tu es jeune. Mais, donc moi, je suis arrivé en janvier 99, je pense, en décembre 97, non, en janvier 2000. Okay. Et la faillite a eu lieu en 2002. Donc très vite, 2 ans. Et dans un service de 160 personnes, la faillite a été prononcée, je pense que c'était le 10 janvier 2002, je ne connais plus les dates exactes, mais disons, pour donner une date, le 10 janvier. Et en fait, à 23h, et moi, j'ai mon chef d'équipe qui m'envoie un message à minuit pour me dire, Isma, demain, t'es là à 5h du matin. On a été repris qu'à 5 le lendemain de la faillite. Ouais. Je faisais partie des 5. Ça veut dire que quand tu es consciencieux, que tu travailles bien, même quand il y a une faillite, on a besoin de toi. Parce que, voilà. Mais je te coupe, mais est-ce que justement cette faillite-là, ça t'a fait prendre conscience de te dire, ok, si je veux justement assurer mon avenir et peut-être avoir plus de stabilité aussi, est-ce que c'est pas mieux que moi je sois patron? Parce que si je travaille pour un patron, en fait, je peux être viré du jour au lendemain. Ouais. Est-ce que ça t'a fait prendre conscience de ça justement? Alors je dois t'avouer que non. Pourquoi? Parce que j'étais encore très jeune. Okay. Et à nouveau, il faut se remettre dans la maturité des gens d'il y a 20 ans, quand il n'y avait pas tous ces réseaux qui nous poussaient dès le départ. On a des parcours qui sont encore entre guillemets réguliers, normaux. Donc non, par contre, oui, c'était une claque incroyable parce que pour ceux qui l'ont connu, donc, et la génération des personnes juste au-dessus de la tienne, Lucas, la faillite de la Sabena, c'était quelque chose d'inconcevable. Mais inconcevable. C'est comme si on te dit, je sais pas, moi, tu vois, je sais pas, un truc impossible. Tu vois que l'atomium aujourd'hui va s'évaporer. Ouais. Tu vois, c'était un truc tellement, c'était la plus ancienne compagnie aérienne au monde. C'était une institution en Belgique. Et il y a personne qui a cru que tout le monde ne ferait pas son possible pour sauver la Sabena. Donc, jusqu'à ce qu'on la prononce, tout le monde disait c'est impossible. Non, en fait, on se disait juste que voilà, c'était les actionnaires qui mettaient une pression sur leurs créanciers pour soit diminuer la dette, sur l'État, sur ci, sur ça, pour réduire la dette fiscale de la Sabena. Mais on n'a pas pensé. Donc moi, quand ça m'arrive, c'est juste une grosse claque. Tu vois, où je me dis purée, waouh, quoi, tu vois, c'est tombé. Mais je suis repris le lendemain. Donc en fait, j'ai même pas le temps de me poser la question. Par contre, ce qui m'arrive, c'est qu'on me reprend et là, on me demande, parce que voilà, on a repris un effectif très réduit et on te demande de tout faire. Donc là, tu passes d'MOP à bagagiste, conducteur véhicule. Parce que dans notre formation, on savait tout faire. Étant donné qu'on est les derniers sur la piste, on sait rouler tous les véhicules sur piste. Et voilà. Et moi, comme j'avais bousillé une fois ma santé, je vais dire entre guillemets, je vais pas dire pour le travail, parce que c'est pas vraiment chez les paras que c'est para accentuer, disons, une nature qui était déjà usée. Mais je m'étais promis, déjà à 20 ans, de ne plus jamais bousiller ma santé pour quelque travail que ce soit. Parce que voilà, la santé doit passer au-dessus de tout. Et donc, quand on m'a repris, j'ai bossé pour dépanner, pour aider mon chef d'équipe parce qu'il avait besoin. Mais dès le départ, je me dis, écoute, je vais te dépanner le temps que tu aies une nouvelle équipe. Mais moi, aller me mettre à 4 pattes pour aller charger des bagages, mon genou ne le supportait pas. Et donc, j'ai accepté de le faire à long terme. Donc, j'ai dépanné un peu. Et puis, voilà, entre-temps, bon, j'ai rencontré ma femme. On a décidé de se marier assez rapidement. Et donc, je bosse jusqu'à la veille de mon mariage. Ok, ouais. Et en parallèle, donc, parce que j'ai arrêté la Sabena donc un petit peu plus tard et j'ai été chauffeur privé pour quelqu'un. Et donc, c'est ce boulot-là que j'ai gardé jusqu'à la veille de mon mariage. Donc, la veille de mon mariage, 16 janvier 2004, je stoppe en très bon terme avec mon ancien patron parce que j'avais des horaires qui n'étaient pas avouables. On se marie, on va en voyage de noces, on revient. Et c'est là où, pour la première fois de ma vie, je suis sans emploi. Voilà. Ça a été le premier bazar. Sans emploi et juste après le mariage. Quoi. Donc c'est un foyer peu bizarre. À charge, surtout moi qui ai quand même une mentalité assez, je vais dire, vieux jeu. Ouais. Tu vois, où pour moi, c'est l'homme qui doit tout assumer, qui doit tout gérer. Donc je me retrouve avec un truc qui est juste inacceptable pour moi. Et je suis de nature à dire, tu sais quoi, je préfère y travailler pour 5 € de l'heure que rester à la maison. Tu vois, et donc cette période où je suis sans emploi a été très 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 courte. Elle a duré moins de 15 jours. Ça a dû être bizarre parce que tu as dû être d'un côté super heureux en fait d'être marié, mais d'un autre côté avoir peur enfin peut-être pas peur, mais tu vois, avoir ce manque-là de travail, quoi. Ouais, c'est ça. Après, bien sûr, voilà, à nouveau c'est le mindset. Tu vois, la peur. Je vais le dire, je vais pas dire que je la connaissais pas, mais je l'ai pas dans le sens où je suis confiant. Et je sais que moi, même aller travailler au marché, à ramasser des fruits et légumes pour 5 € de l'heure, je le ferai. J'ai aucune prétention, j'ai aucun ego. Moi, ce qui est honorable, c'est de faire quelque chose. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est pas de se dire, tiens, je travaille pour 3 000 € par mois ou quoi. J'ai absolument pas cette prétention. Je l'ai gagné bien plus tôt, bien plus jeune, mais si je peux gagner 3 000 €, bien sûr. Si je peux en gagner 5, bien sûr. Mais si je peux pas, je prends même 800 € par mois. Et c'est ce qui va m'arriver, en fait. Bêtement, ma belle-sœur, en allant acheter des meubles dans un magasin de meubles à Scarbeck, elle rencontre un patron et qui cherche une vendeuse, en fait, et ils en parlent. Puis il dit, écoute, nous, on n'a pas de vendeuse, mais on a un beau-frère qui a vraiment bon goût. Parce qu'effectivement, moi, quand je me suis marié, j'avais déjà fait mon appartement tout seul. Et c'est en faisant mon appartement que je me suis passionné.
Et donc, ma belle famille, bon, voilà, quand moi je vais demander ma femme et qu'ils découvrent l'appartement, ils voient quand même que j'ai un chouette chez moi. Et ils se disent, ah tiens, voilà, Isma, il a pas mauvais goût apparemment. Moi, je le ressens pas, hein, parce que je suis même pas au courant de ce qui se passe quand elles se parlent. Ouais. C'est juste la vision que mes belles-sœurs avaient de moi. Et donc, elles proposent comme ça à ce monsieur, donc qui a un magasin de meubles à Skerbeek, qui est un meuble très bas de gamme, hein, c'est un meuble d'origine, enfin des magasins d'origine turque, avec des meubles principalement importés de premier prix. Mais voilà, il lui propose et le gars il lui dit écoute, dis à Ismaël de venir. Donc moi je vais me présenter. Bon, bien sûr, je suis ancien para, ancien opérateur sur piste et j'ai aucune expérience dans les meubles, si ce n'est que effectivement j'ai peut-être un peu bon goût. Mais ça s'arrête là. Hein. Et donc le gars me dit Isma, voilà, est-ce que tu connais un peu les meubles? Je dis non. Et il me dit mais j'aime bien, je pense que je peux vendre. J'aime bien quand même. Mais sincèrement, bon, j'ai pas menti, hein, j'ai dit vraiment la vérité et je pensais vraiment que je pouvais faire quelque chose avec ça parce que j'avais pris vraiment du plaisir à faire mon chez moi. Et c'est comme ça qu'il me propose un salaire de stagiaire en fait. Du coup, moi je veux bien te prendre en stage et on fait un test, tu vois, et t'as un truc en fait où on te propose de bosser 6 jours semaine pour 1 100 € par mois, ce qui était en dessous d'un chômage hein, pour quelqu'un de marié. Hein. Et voilà, beaucoup de gens m'ont traité de fou, m'ont dit mais non, t'es con, aller travailler pour ce prix-là, t'es mieux de rester, gratte ton chômage et tout. Et moi en fait, juste le mot gratter ton chômage, ça me grattait moi-même, tu vois. Tu grattes rien du tout en fait. Non, tu construis rien, t'apprends rien. Et en fait, les gens aussi, ça je voudrais partager vraiment, les gens oublient que les vrais, ceux vraiment qui comprennent ce que c'est que le savoir, ils payent pour apprendre. D'ailleurs, aujourd'hui, tu le sais mieux que moi, Lucas, les plus belles formations sont payantes. Et en fait, les plus belles formations, après celles qu'on apprend à côté des grands orateurs ou quoi, c'est quoi? Les vraies formations. Et c'est ici, hein. C'est dans la vie réelle. Hein. Et donc, en fait, pour des gens qui sortent de l'école ou des jeunes, quand on trouve un poste dans une très bonne entreprise ou chez quelqu'un, mais tu sais que même pour gratuit, tu devras aller travailler. Parce que des fois, le bagage qu'on va te donner en 6 mois, en 1 an, ça va ouvrir ta vie, tu vois. Et moi, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Alors, franchement, c'était pas un magasin où je me disais, purée, je vais aller dans la meilleure école de vie. Hein, parce que j'avais pas non plus le but de devenir ni un designer, ni un architecte d'intérieur. Au début, c'était, entre guillemets, vital. Faut pas rester à la maison, faut travailler. T'es marié, t'as une épouse à assumer, t'as un appartement, et un homme, ça reste pas à la maison. Voilà, c'est ça. Et c'est en avançant aussi, en faisant des choses que des portes vont s'ouvrir potentiellement par après. C'est pas en restant chez soi, en touchant le chômage, comme tu dis. Et ça, le problème de nos sociétés, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on habitue les gens à rester chez soi et à prendre le chômage. Mais tu peux rester chez toi, prendre ton chômage sur le long terme. Tu vas gagner de l'argent, mais il y a aucune porte qui va s'ouvrir, en fait. La porte, elle reste fermée, tu restes dans ton canapé, quoi, tu vois. Ouais, et je pense aussi ce qu'on doit nous partager, parce que souvent, les gens, ce qu'ils voient de nous, bien sûr, c'est, je vais le dire comme ça, hein, des signes, entre guillemets, extérieurs de richesse. C'est-à-dire, t'as une belle montre, une belle voiture, et les gens ils pensent que t'as réussi. Mais les gars, c'est rien. C'est rien. Surtout avec les réseaux aujourd'hui aussi, quoi. C'est absolument rien. Il faut pas se dire que le gars qui a une belle voiture, une belle montre, il a réussi. Il a rien réussi. Hein. Moi, je dis toujours, le réussir sa vie, c'est être une bonne personne. Hein. C'est avoir un bon comportement, c'est bien se comporter avec les gens, c'est faire grandir les autres quand tu le peux, aider les pauvres, aider les démunis. C'est ça, réussir sa vie. C'est pas t'achètes une belle bagnole, ça c'est rien du tout. Ça doit être un outil. Moi, j'aime bien les belles choses à tout niveau, que ce soit les beaux vêtements, les belles voitures et les belles montres. Je vais pas dire ah non, j'aime pas. Si, j'aime beaucoup. Mais c'est pas du tout un signe de réussite. Hein. Mais je veux dire, il y a des gens, ils ont rien réussi dans la vie, ils sont 1000 fois mieux habillés que nous, ils ont 100 fois plus de voitures que nous, ils ont rien réussi. Hein. Ils ont juste hérité d'un père, d'une mère ou d'autres choses. Tu vois. Donc c'est pas, il faut changer la mentalité des gens dans le sens où aujourd'hui, il faut vraiment expliquer à votre génération, la nôtre. Et moi, je le dis aussi parce que j'ai souvent eu des discussions aussi avec des gens que je connais autour de moi, même des enfants que je connais, où en fait, on cherche absolument la réussite matérielle. Il faut vous tromper, les gars. Il faut arrêter. Enfin, vous trompez. Il faut arrêter. C'est pas la bonne cible. Hein. La réussite matérielle, moi, j'ai aucun souci avec ça. On peut avoir une mentalité à l'américaine. Elle peut être très noble si on a envie de réussir pour faire du bien. Et de se dire, tiens, je vais m'éclater, je vais éclater les autres. Moi, j'ai aucun problème. Je dis toujours, tu vois, si Dieu me donnait les moyens d'avoir un jet privé, je l'aurais stationné ici au-dessus. J'ai aucun problème avec ça, de dire oui, si on peut le faire, faisons-le. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire rêver les gens, et qui aime aussi faire grandir et se dire, tiens, on peut le faire, pourquoi pas, why not? Mais ça doit avoir un sens. Et il faut pas le faire tout seul, hein, tu vois. Donc voilà, mais c'est pas la motivation première. C'est ça, ouais. La motivation première, c'est d'être bon dans ce qu'on fait, Lucas, et ça on l'oublie. Et c'est souvent que si on est bon dans ce qu'on fait,
que la réussite Ouais. vient avec. Ouais, mais moi, je veux pas te le cacher. Là, je veux dire, le matériel, que ce soit des montres, des voitures, etc., c'est pas ça qui m'a fait que je me suis lancé, mais ça a été un élément qui fait partie justement du déclic, tu vois. Ouais, de la motivation. De voir ça, tu te dis, waouh, punaise, c'est incroyable, tu vois. Mais finalement, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que je pourrais avoir, j'en sais rien, 15 voitures les plus belles du monde. Ça me fait plus plaisir de, par exemple, partager, offrir un truc à mes parents, par exemple, que de moi m'acheter une voiture, quoi, tu vois. Voilà, Ça exactement. fait plus plaisir ça. Et c'est là où tu te rends compte, bah ouais, que le matériel non plus, c'est pas ça qui fait tout. Et une fois que t'es dedans, en fait, t'as plus le même plaisir que quand tu le regardes, j'ai l'impression, tu vois. C'est différent, tu vois. Je pense que, alors bien sûr, on va pas mentir aux gens. Moi, je veux pas dire honnêtement, moi, je suis fils d'ouvrier, tu vois. Je suis grandi à la cage aux jours Saskerbek, on est 10 frères et sœurs. J'ai eu pendant, par exemple, ma première vraie belle voiture exclusive, ça a été une Bentley. Honnêtement, j'avais d'ailleurs des amis qui discutaient parce que on échangeait des idées. C'est des amis qui avaient plutôt des Ferrari et donc il a sorti le week-end quand il fait beau et dans la vie de tous les jours, roule avec des chouettes voitures, mais plutôt une belle Mercedes. Et j'avais ce débat de dire, ouais, ok, mais Isma, le fait que tu roules tous les jours en Bentley, est-ce que, tu vois, finalement, tu t'en lasses pas? Et moi, je vais te dire, je pense à nouveau, tu vois, le mindset joue beaucoup. Quand tu te rappelles, chaque fois que tu rentres dans la bagnole, que tu es un privilégié, eh ben, je vais te dire, chaque fois que je rentrais, que moi, ça y est, que j'appuyais sur le bouton, je t'assure, chaque matin, elle me transmettait une émotion. Et ça, moi, j'appelle ça, c'est une bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a des gens, effectivement, ils vivent dans les plus grands palais, ils sortent le matin, ils ont tout, et en fait, il n'y a plus le plaisir. Alors moi, j'ai de la chance, ça me procure du plaisir, tous les jours. Donc, je pense qu'à nouveau se rappeler. Et en fait, tu sais, moi, mon père me disait toujours, Isma, hein, moi, il y a un truc, si tu veux vraiment ressentir le plaisir dans ta life, hein, n'oublie jamais de donner aux pauvres. Et c'est incroyable, parce qu'en fait, on ne donne pas aux pauvres, on se donne à soi-même. On ne se rend pas compte qu'en donnant, en fait, le fait de donner, ça te rappelle que tu as de la chance. Et c'est ça le truc, il faut pas arrêter de faire du bien. Et moi je dis donner, c'est pas nécessairement donner de l'argent, parce qu'il y a des gens, ils n'auront pas le moyen de donner de l'argent. Mais donner tout, des bonnes ondes, du sourire, tu vois, faire partager je veux dire, du bonheur. Et ça, quand tu le fais, je t'assure, Lucas, ça te rappelle que, en fait, ça te revient, il n'y a rien à faire, ça te revient. Et en fait, tu te rends compte, et moi, c'est le sentiment que j'ai senti vraiment au quotidien, parce que justement, je disais à mes potes en taquinant, je suis pas assez riche que pour la laisser au garage. Et c'est comme ça que je le vois vraiment, le truc. Hein. Comment, les gars, vous achetez une bagnole, vous payez un leasing tous les mois et vous les laissez au garage? Bah, la vérité, moi, je suis pas assez riche pour ça, les gars. Moi, je préfère en acheter une et en profiter tous les jours. Tu vois? Et chaque jour, j'avais. Donc, il y a cette notion où, franchement, tu peux te dire, OK, tu gardes ce plaisir, mais tu n'oublies pas ce qu'il y a à côté. Tu vois? Et ce qu'il y a à côté est effectivement plus important, mais c'est souvent l'à côté qui te rappelle ce plaisir que tu vis au quotidien, dans ta propre vie. Et justement, tu parles de donner aux pauvres, et moi je le vois parmi les échanges qu'on a pu avoir, etc. C'est t'es quelqu'un de très croyant. La religion pour toi, je pense que ça prend une énorme place dans ta vie, c'est super important. Et justement, le fait de donner aux pauvres, etc. Moi, je trouve que en tout cas, c'est pas une mentalité du tout qui est ici en Europe, en Belgique et en France, tu vois. C'est vraiment chacun pour soi. Et même si ton meilleur ami il est dans la merde, mais justement, les gens vont avoir tendance à l'occulter et à continuer leur chemin parce qu'il est un peu dans la merde et qu'ils veulent plus traîner avec quelqu'un qui va être en dessous d'eux socialement, tu vois. Toi, d'où ça devient justement de donner aux pauvres? Est-ce que c'est ton éducation, la religion? Alors, les deux sont liés. Donc moi, mon éducation, elle est très très liée à la religion parce que j'ai un papa qui m'a appris les valeurs, bien sûr, de la vie, parce que c'est des valeurs totalement universelles. C'est juste qu'elles sont complétées par les valeurs de la religion, parce qu'en réalité, quand on la connaît bien, le problème de la religion, souvent les gens écoutent les médias. Alors moi, j'ai toujours envie de dire, les gars, arrêtez d'écouter les médias, allez fréquenter des gens, quoi, tu vois. Moi, j'ai eu des débats très intéressants parce que, bien sûr, j'ai plein d'amis de toutes confessions et je suis quelqu'un de très ouvert. Et puis, les voyages, hein, moi, j'ai énormément appris à travers mes voyages. Mais effectivement, dans la religion, tu apprends beaucoup de choses, tu vois, et il y a des choses très saines, en fait, très, très, très saines. Et voilà, et je pense que ce que disait mon papa pour justement bien illustrer le fait de donner, il me disait, Isma, moi, je te conseille un truc, c'est en fait, quand tu donnes quelque chose, tu ne t'attaches pas à la chose. Parce que tu donnes. Si tu es attaché à quelque chose, et il prenait l'exemple de ta femme. Il me dit, écoute, par exemple, ta femme, tu vas voir le jour où tu seras marié. Donc moi, je t'explique ça quand j'ai 10 ans. Hein. Le jour où tu seras marié, tu verras, ta femme, c'est ta femme, tu n'as pas envie de la partager, c'est la tienne. Mais l'argent, en fait, si tu penses que c'est le tien, tu vas vouloir le garder. Mais si tu penses que même l'argent, ou que les pauvres ont un droit sur toi, eh ben, tu vas jamais oublier. Et en fait, tant que tu donnes, il ne rentre pas dans ton cœur. Et c'est ça le truc, Lucas. Il faut apprendre ce qu'on doit aimer. Tu vois, et moi c'est ça effectivement ici moi j'ai la chance d'être belgo-marocain, je suis né ici, j'ai grandi ici et je le dis par mon parcours, je suis plus belge qu'un belge, mais je suis marocain d'origine avec du sang marocain et j'ai tout ce qui va avec et aussi musulman. Et là j'aurais pu être musulman belgo-belge, hein, m'appeler David Thierry Failly et être musulman. Donc en fait la religion ça t'apprend à donner aussi un sens autrement.
Et ça, c'est ce qui nous manque en Occident. Et ça, moi, je peux le dire parce que je suis issu d'ici. Je te rejoins à fond. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas que la vie, les gars. Alors oui, c'est facile à dire quand tu es croyant que tu penses qu'il y a un au-delà. Mais indépendamment de ça, même si tu ne crois pas qu'il y a de l'au-delà, il ne faut pas être égoïste. Je veux dire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, le top, et ce que je nous souhaite à tous, c'est d'être au sommet, mais avec le maximum de monde. Et de se dire, tiens, moi, je suis dans une société où tout le monde va bien. Où, en tout cas, un maximum de gens vont bien. Mais si, comme tu dis, tu as des amis ou même que des connaissances qui, quand ils vont mal, toi, tu es là pour les écraser, mais en fait, tu vaux rien. Tu vaux rien parce que si tu es bon que pour toi, en fait, tu es une mauvaise personne. Il faut être bon pour les autres, en fait, bon pour tout le monde, pour toi et pour les autres. Et c'est ça le truc. Et donc, la religion, ça t'apprend réellement ce partage. Et moi, c'est pour ça que j'ai une très, très bonne image de la religion et généralement de toutes les religions. Parce que ce que je voudrais partager ici, en réalité, c'est quoi la religion? Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est croire en une force qu'on ne voit pas, mais à qui on va rendre des comptes. Et moi, je le dis de manière toujours très simple. Je dis, les amis, si à un moment, vous voyez un vrai croyant, je parle d'un vrai croyant, et que ce mec, il pense, quand il va mourir, il va rendre des comptes à quelqu'un qui voit tout, parce que c'est ça le principe d'un musulman, ou d'un croyant. C'est qu'il te dit que même dans une grotte, où il fait noir, à moins 800 mètres, ou je sais pas où, Dieu, il te voit. Ça, c'est le principe. Et donc, est-ce que toi, si tu es croyant vraiment, sincèrement, tu peux faire du mal à une mouche? Est-ce que tu peux faire du mal à une mouche? La mouche, t'as rien fait. Tu peux pas lui faire du mal. Comment, si tu peux pas faire de mal à une mouche, tu peux faire du mal à un être humain? Voilà, c'est juste ça. La religion, c'est pas plus simple que ça. C'est pour ça que ça va même beaucoup plus loin que les échanges. Parce que j'ai pas d'exemple à donner, tu vois. Parce que quand, par exemple, mon père me dit, si quelqu'un t'insulte dans la rue, tout simplement, tu dis connard. Toi, tu réponds, tu dis connard toi-même. Qu'est-ce qui t'a rendu meilleur, fiston? Tu t'es comporté comme lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on a appris dans ce qui est universel? C'est œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un te frappe, tu le refrappes. Et en fait, non, des fois, par ton comportement, tu dois être plus malin et meilleur. Et c'est ton comportement qui va faire changer peut-être la personne qui est en face. Peut être raciste. Tu peux, moi, toute ma vie, j'ai grandi à Scarbeck, Boufraï, Mohamed, Ismaël. Toute ma vie, j'ai vécu du racisme et j'en vis encore. Mais la vérité, plein de fois, j'ai des racistes qui m'ont embrassé à la fin. Parce qu'en fait, on était bêtes, on connaissait pas. Et c'est juste ça, en fait. Mais quand tu es quelqu'un qui connaît vraiment ce que ça veut dire être croyant, tu peux pas faire de mal. Tu peux pas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le rôle des médias aujourd'hui mainstream, c'est justement d'essayer de diviser les gens en faisant croire que certaines personnes qui suivent une religion sont les mauvaises personnes. Et souvent, c'est parfois l'inverse, ou parfois, il n'y a même rien. En fait, c'est juste toujours diviser un peu pour mieux régner aussi. C'est toujours un petit peu la même chose. Je crois que c'est ça. Mais sur ce que tu disais par rapport à la religion, c'est dingue parce que moi, en fait, je suis né d'une famille catholique, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je me renseigne sur beaucoup de religions différentes. On en a déjà parlé un petit peu ensemble. Mais en fait, moi, depuis que je suis tout petit, pourtant, je n'étais pas un vrai croyant, tu vois, aller à l'église tous les week-ends, etc. Mais j'ai toujours su qu'il y avait une force au-dessus de nous. Et depuis que je suis tout petit, ça, c'est un truc, et même encore maintenant, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tout cas, moi, dans ma tête, je suis persuadé qu'il y a une personne qui voit tout ce que tu fais aussi, quoi, tu vois. Clair. Et que quand tu seras mort, tu devras justement venir à ton examen final, justement, et voir, voilà, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu n'as pas fait de bien, etc. Tu vois. Donc, moi, je l'ai dans ma tête et je pense, dans les prochaines années, justement, me diriger de plus en plus vers une religion. Voilà, je sais pas encore laquelle, j'ai des idées parce qu'il y en a qui me plaisent plus que d'autres et qui sont plus alignés, justement, par rapport à ma personne. Mais je pense que la religion, dans la vie, c'est méga important parce que c'est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on peut palper au quotidien, en fait. Que ce soit l'argent, la religion, l'argent, il est même pas là, en fait. L'argent n'existe pas par rapport à la religion. La religion est 1000 fois plus puissante, en fait, tu vois. Aussi le partage, la famille, comme on parle depuis le début. Donc c'est super intéressant de parler de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont se reconnaître là-dedans, parmi plusieurs religions dans lesquelles ils peuvent être, etc., quoi. Et maintenant, pour revenir justement sur ton parcours professionnel, donc tu as rencontré cette personne-là qui a dit donc, que tu avais bon goût, tu as commencé à travailler avec elle, etc. Et finalement, comment tu es arrivé ici, dans ce magnifique bureau? Parce que moi, la première fois que je suis venu ici, ça a été... c'est quoi ce bordel, quoi? Tu arrives ici, c'est un bureau dingue, tu n'as jamais vu ça de ta vie. D'ailleurs, tu me l'avais dit aussi, même Ronaldo, il n'a pas un bureau comme ça, mais c'est vrai, c'est un bureau de malade, quoi. Comment tu en es arrivé là, finalement? Écoute, l'histoire, pour la faire courte, donc moi, je suis engagé donc, en tant que stagiaire ou apprenti, si tu veux, et voilà, je fais quelques mois, et puis je suis engagé de manière définitive. Mais à la base, quand je suis engagé, on m'envoie dans un magasin Anderlecht, parce que les frères qui m'ont engagé, la famille qui m'a engagé avait 2 magasins, et ils voulaient fermer celui d'Anderlecht qui était en train de faire faillite. Et on me dit, Isma, va aider notre jeune frère pour liquider le magasin. Et en fait, en 6 mois, je double le chiffre d'affaires. Ça a été le premier truc. C'est-à-dire que moi, qui étais arrivé sans aucune expérience de vente, mais j'avais une approche différente. Naturellement, sans m'en rendre compte, en fait, j'étais curieux des gens. Donc, quand les gens rentraient dans le magasin, mes anciens boss avaient juste l'habitude, c'était de coutume dans les magasins de ce niveau-là, parce que c'était pas des magasins d'architectes, hein, c'est des magasins qui vendaient des meubles pas chers. Et donc, les gens rentraient et faisaient un peu leur shopping tout seuls. Ils voyaient un canapé rouge, ils disaient, j'aime bien ça. Mais quand ils voyaient rien qu'ils aimaient, ils partaient.
Et moi, souvent, ce que je faisais, c'est quand les gens, je voyais qu'ils disaient non, j'ai rien trouvé, je disais, mais vous cherchiez quoi? Et en fait, le fait de leur poser la question et de m'intéresser à eux, comment est votre intérieur? Et en fait, je sais pas, je l'ai pas étudié, donc c'est aussi à nouveau, je pense que c'était un don que j'ai reçu. Mais j'étais naturellement bienveillant. Je voulais leur aider. Je me disais, si les gens sont arrêtés, qui sont rentrés ici, c'est qu'ils cherchent quelque chose. Et donc, c'est pas le fait de me dire que, tiens, je vais rien leur vendre, non. C'est-à-dire qu'ils vont encore perdre une demi-journée à aller chercher ailleurs. Si je peux les aider et leur trouver leur bonheur ici, ils vont gagner du temps dans leur vie. Ils vont pouvoir prendre une demi-journée à profiter de faire autre chose. Et donc, j'essayais de m'intéresser. Et en fait, mes anciens patrons n'avaient jamais eu cette habitude-là. Et donc, finalement, en fait, cette façon de travailler a fait qu'en 6 mois, au lieu de liquider le magasin, ils ont racheté le bâtiment. Et donc, on a continué à travailler. Moi, j'ai bossé pour eux pendant 4 ans. Et après 4 ans, en fait, le grand frère de la famille a commencé à faire beaucoup d'immobilier. Et en fait, le mobilier commençait à l'ennuyer. Tout simplement, ils n'y croyaient plus aussi parce qu'ils avaient connu, eux, les années en or, vraiment les grandes années, mais 20 ans auparavant. Et puis, il vient me voir un jour, il me dit, écoute, Isma, voilà, moi, je vais arrêter les meubles. Et voilà, en gros. Bon, là, je la fais courte, parce que il y a eu des choses qui sont passées entre, bien sûr. Et là aussi, je vais revenir sur les jeunes qui veulent toujours aller plus loin. Je vais vous raconter une anecdote parce qu'elle est très importante, Lucas. Ce truc-là qui est arrivé un dimanche mois de juin, on va revenir malheureusement ou heureusement pour ceux qui y croient à Dieu. Ça s'est passé un dimanche. Et moi, en fait, le dimanche, la veille, je l'ai jamais dit à personne. Mais j'ai un concurrent, un des plus gros concurrents de mon boss, qui vient me voir et qui me dit, Isma, je voudrais te parler. Et il me parle et il me dit, écoute, Isma, je viens de reprendre un bâtiment ailleurs et tout, et je cherche un gérant. Et bon, moi, dans le temps, bien sûr, j'étais plus stagiaire à 1 100 €. J'étais devenu un très bon vendeur et j'avais un salaire qui était très convenable. Et j'ai le plus gros concurrent de mon boss qui me dit, écoute, j'ai repris un magasin à Uccle qui est là et je cherche un gérant. Et il me propose un truc avec 40% de plus. Honnêtement, je veux dire, qui que ce soit, tu signes direct les yeux fermés. Pourquoi ? Le magasin où j'étais avait quand même des limites. C'était un magasin bas de gamme, pas de parking, pas de chauffage, pas d'airco, des défauts. Et avec un patron qui n'y croit plus. Je le sentais déjà. Il m'avait pas dit qu'il voulait arrêter, mais je sentais qu'il n'y avait plus de motivation, que lui, c'était devenu secondaire pour lui parce qu'il faisait de l'immobilier, que ça se passait bien, donc les meubles, c'était devenu secondaire. Mais moi, j'avais demandé à mon patron un certain salaire. Et mon patron me payait ce salaire. Et puis, j'ai quelqu'un qui arrive qui me dit, moi, je te propose de t'engager en tant que gérant et je t'offre 40% de plus. Sincèrement, ça peut perturber n'importe qui. Et sur le moment même, ça m'a perturbé. Et donc, je remercie cette personne, je le remercie toujours d'ailleurs, pour cette offre qui était plus que généreuse. Et je lui dis que je vais prendre 24 heures de réflexion. Et le soir, je suis comme ça, tout seul. Et ça, je voudrais vraiment partager avec les jeunes pour qu'ils se mettent 1 minute dans ma peau, tu vois. Et je me dis quoi, en fait ? Je me dis... le gars qui est là, bon, il sait que c'est moi qui fais le travail. Je faisais 95-95% du chiffre d'affaires du magasin. Il le sait très bien. C'est notre concurrent, les clients le savent, tout le monde le sait. Et je me dis, il va m'engager. Il va détruire ce magasin-ci. Moi, je ne suis pas encore dans le fait que me dit que mon patron veut arrêter. Donc, pour moi, et c'est un magasin, donc 4 frères, donc 4 familles mangent, je veux dire, gagnent leur vie avec ça, donc ce magasin-là. Et une fois qu'il va me prendre, ce magasin va mourir. Et puis, je ne me sentais pas à l'aise. Parce que je me dis, écoute, c'est moi qui ai demandé ce salaire à mon patron, il me le paye. Peut-être que si j'aurais demandé encore le double, peut-être qu'il me l'aurait donné, je ne sais pas, je ne l'ai pas demandé. Mais en tout cas, je vais demander quelque chose, mon boss me le paye. J'ai son concurrent qui veut me prendre. Donc, si je dois quitter, je quitte pour de l'argent. Ben non, je ne quitte pas. Et honnêtement, tout le monde m'a traité de fou à nouveau. Je parle de mes amis proches, les gens avec qui je parle, me disent, Isma, t'es con, il n'y a pas de mal, c'est honorable, tu vas aller, c'est un pas en avant dans ta carrière. Et je pense que oui, ça peut être un pas en avant dans une carrière. Moi, je dis pas qu'il faut jamais le faire. Je dis juste qu'il faut questionner son cœur et sentir comment on se sent dans son cœur. Moi, dans mon cœur à moi, à ce moment-là, je vois plus le mal que le bien de la situation. C'est-à-dire, je me vois que moi, je vais, moi, avoir une meilleure situation, mais je vois qu'il y a 4 familles qui sont mes employeurs qui, eux, vont avoir du mal. Et je me dis, tu sais quoi, moi, je vais gagner mieux. Mais eux, là, tous les 4, ils vont être dans la merde parce qu'ils vont pas retrouver un vendeur comme moi du jour au lendemain. Et ça, je peux pas faire. Et donc, je refuse d'accepter cette offre. Le lendemain, quand j'appelle le gars, il tombe des nues parce que c'était inimaginable que je dise non. Je le dis avec beaucoup de politesse parce que j'appréciais l'offre, tu vois, mais c'était pas lié à lui. C'était, bon, bien sûr, le fait que c'était le concurrent, ça jouait un peu quand même, mais c'était pas que ça. C'était aussi, je vais faire du mal à mes employeurs. Et moi, je voudrais savoir aujourd'hui, en 2022, quel ouvrier employé pense à son employeur le matin quand il va travailler, lequel pense qu'il a aussi un devoir vis-à-vis de son employeur, tu vois. Et ça, moi, je le ressens pas aujourd'hui, tu vois. On doit se dire aujourd'hui, les gars, je veux dire, une société quelle qu'elle soit, c'est un team. C'est comme on sort de la Coupe du Monde. Le défenseur, il peut arrêter tous les goals. Si l'attaquant, il marque pas, on gagne quand même pas à la fin. Et l'attaquant, il peut marquer 100 goals. Si le gardien, il en encaisse 101, on perd. Et c'est ça, il faut partager ça. Et donc, pour revenir au destin, on va en revenir.
faut se remettre, parce que ça, c'est vraiment... Moi, quand je la raconte, j'ai encore la chair de poule, parce que c'est vraiment passé un dimanche à 18h, cette discussion avec le gars. Et le dimanche d'après, j'ai mon patron, le plus grand des 4 frères, mais à la même heure, juste le dimanche d'après. Et c'est vrai que des fois, je dis ça, c'est un signe. Ça aurait pu se passer n'importe, mais le fait que ça soit passé 2 fois, un dimanche, 2 fois à la même heure, je me dis ça, c'est un signe. J'ai mon boss qui arrive et qui me dit, Isma, j'arrête les meubles. Comme ça. Alors, sur le moment même, j'ai eu une haine incroyable. Incroyable, j'ai voulu frapper. Je me suis dit, Isma, t'es le plus gros con de la planète. Tu as eu une offre en or la semaine passée. Toi, tu as pensé à ton employeur. Ton employeur, il n'a rien à foutre de ta gueule. Ça, c'est ce que j'ai pensé sur le moment même. J'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux. Je suis quelqu'un d'impulsif, donc je suis plus jeune, j'étais pas aussi sage et raisonnable qu'aujourd'hui, donc j'ai eu envie de frapper et je suis parti. J'ai quitté avec les larmes aux yeux en me disant mais quel handicapé ce mec. Son père a fondé un empire et lui, il veut arrêter, alors que j'étais très naïf. En fait, je pars, je quitte le magasin. Mon patron me connaissait, donc il me laisse me refroidir. Et puis, voilà, le destin va faire quoi? Bon, sur le moment même, je m'en veux. Je me dis, t'es bête, parce que là, je sais que si je retourne chez le mec, là, il va m'envoyer balader. Parce que c'est des gens qui ont quand même un certain ego, qui ont un truc, puis ils vont dire, ah, tu m'as dit non, maintenant on va te faire voir, ou ce sera plus les conditions, tu vois. Et donc ça, non. Et je me dis, voilà. Et même pour ton ego à toi, en fait. Moi, non, j'ai pas d'ego, franchement. Non. Parce que je prends toujours, franchement, les décisions. Je veux dire, retourner chez quelqu'un qui t'a dit non. Ouais, sans aucun problème. Okay, je peux même reconnaître une erreur, bien sûr. Et il faut. Mais si jamais je me suis trompé, si la situation a changé, bien sûr. Et je peux te dire non aujourd'hui, demain je te dis oui, Lucas. Mais bien sûr. Pourquoi penser que on doit s'acharner? C'est à nouveau, tu vois, c'est des fois notre caractère un peu extrémiste. Et ça, c'est ce qu'on apprend à changer avec le temps. Mais moi, j'ai pas un ego. Non, j'ai pas d'ego. Ça m'est arrivé des fois de penser, mais alors comme un malade mental, que non, ça marcherait jamais. Et puis, tu as des choses, t'as un bazar, à un moment donné, c'est quelqu'un, des fois, qui vient, qui dit, mais non, en fait, si tu vois ça comme ça, en fait, ça peut quand même aller, tu vois. Et tu changes d'avis. C'est ce qui te fait grandir. Quand tu penses que tu changes pas, que tu reviens jamais en arrière, tu grandis jamais. Ouais. Heureusement qu'on peut revenir en arrière sur certaines situations. Mais donc là, je sais que même si moi, je fais un pas en arrière, lui, il a un ego en face de moi. Et lui, il me dirait non, tu vois. Et donc, je sais que c'est là. Mais j'ai un de mes beaux-frères qui me dit, mais pourquoi tu reprends pas toi ce magasin? Et là, moi, je me dis, mais t'es fou, quoi. Être indépendant, déjà, j'avais pas les moyens. T'as un grand magasin, on parle de 2200 mètres carrés, on est au centre de Bruxelles. Et en fait, voilà, c'est ça que je voudrais témoigner. Au final, il m'encourage quand même assez bien d'aller voir le boss et d'en parler. Et tu vois, moi, pendant 4 ans, j'ai jamais été absent. Pendant 4 ans, j'ai jamais été en retard. Mais t'es arrivé un jour, je pense après 2 ans et demi, de me casser la gueule au ski, mais piste fermée aux Pays-Bas. Tu sais, Landgraaf. Il y a une piste de ski. Je prends un tremplin, je monte, je me déséquilibre, je tombe sur le torse. Il est minuit 1 quand je fais cette chute. C'était la dernière descente, il fermait les descentes à minuit. Je suis au sol, écrasé, 6 côtes éclatées. Je vais aux urgences aux Pays-Bas. Je sors de l'hôpital, temps de rentrer à Bruxelles. Il est 3h50 quand on arrive à Bruxelles. Je dors à 5h du matin. À 11h15, j'étais au magasin. 11h15. J'étais employé. J'avais un salaire de plus ou moins 1800 € par mois à ce moment-là. J'ai une minerve et j'ai 6 côtes cassées. Je suis au magasin. C'est la seule fois en 4 ans où j'ai eu 1h15 de retard. Eh ben, tu vois, toutes ces choses-là, c'est incroyable, que la première d'ailleurs, ma femme que j'adore me dit, mais t'es un fou, il n'y a personne qui fait ça. Mais moi, je dis, je sais pas faire autrement. Si je suis capable d'être debout, pourquoi tu veux que je reste à la maison? J'ai 6 côtes cassées, rester assis, ça va pas les guérir, hein. Je dis pas, demain j'ai le Covid, je dois faire attention aux autres. Bien sûr, je reste à la maison pour protéger les autres. Mais j'ai mal, mais je guéris pas en restant assis. Pourquoi je vais rester à la maison? En fait, tu vois, dans mon cerveau, c'est comme ça. Si ça ne t'apporte rien de rester, assume tes obligations. Et c'est ça le truc. Je vais pas te dire que j'avais facile, hein. Je me bourrais d'anti-douleurs et anti-inflammatoires, mais le fait de rester à la maison assis ne me procurait pas le sentiment que j'allais guérir plus vite. J'ai été travailler. Tu vois, j'ai été travailler. Et tu sais ce qui s'est passé? Pendant les 4 ans, je passais 6 jours semaine, j'avais congé que les mercredis. Ma femme me disait, chaque fois qu'on allait quelque part, donc on a toujours bougé, on prenait la voiture, on allait bouger et tout. Mais chaque fois que je voyais un magasin de meubles, j'allais voir à quoi ça ressemblait. Et ma femme me disait, mais pourquoi tu vas voir? Je sais pas. J'ai envie, donne-moi 5 minutes, je rentre et je sors, je veux juste voir. Et j'avais besoin de me nourrir, de comprendre ce qu'il y avait dans ce domaine. Et j'avais jamais pensé de toute ma vie d'être indépendant. Ok, ouais. Donc c'était quelque chose d'instinctif. Donc c'était une passion aussi, quoi. Une vraie passion, c'était que ça. Ouais. C'est vouloir être très bon, tout connaître. J'adorais quand quelqu'un rentrait chez moi au magasin, me dit ouais, je cherche ça, qu'on discute, j'ai ça dans cette marque, j'ai ça dans telle marque. J'adorais ça, c'était mon kiff. Tu vois, se dire je suis le meilleur de ce qui peut exister dans mon domaine et de connaître tout. Ça, c'était mon truc qui me nourrissait. C'était pas le fait que je gagne 3 ou 5 000 € par mois. Non. J'ai d'ailleurs jamais gagné des salaires de fou en étant employé, hein, tu vois. Donc vraiment pas. Mais je sais pas, j'avais ce besoin-là.
Et j'adorais ça quand j'avais des gens qui rentraient. Et même, ils voulaient des choses que je ne vendais pas. Le fait que je connaisse la marque de ce qu'ils souhaitaient, ça m'apportait à moi une satisfaction. Ouais. Mais je te coupe, mais je pense que c'est ça qui fait justement qu'un entrepreneur dure sur le long terme ou non. En fait, tout démarre de la passion. Je pense que Parce oui. que si tu as un gars qui va lancer un business juste pour l'argent, ça peut marcher parfois. Oui, bien tu sûr. vois, pendant 2-3 ans. Tu peux Mais si être doué. tu es vraiment un réel passionné, tu peux vraiment durer très longtemps. Et généralement, quand tu commences, tu ne le fais même pas pour l'argent, tu le fais juste parce que c'est comme un jeu en fait pour toi. Tellement tu kiffes ce que tu fais. Exactement. Et c'est seulement après que l'argent arrive. Voilà. Et c'est souvent quand tu fais un truc quand tu fais un truc de passionné, que tu es vraiment passionné par ce que tu fais, que l'argent arrive automatiquement et parfois même que l'argent arrive en masse en fait. Même encore plus que si tu faisais vraiment quelque chose pour l'argent. Bien sûr, exactement. Et donc pour reprendre le fil conducteur, donc on en revient à ce truc-là où moi, mon beau-frère me pousse un peu, me dit Sma, tac, tac. Et donc je vais voir ce patron le dimanche qui suit. Donc c'est 3 dimanches consécutifs chaque fois fin de travail, 18h. Et là je lui dis écoute, il s'appelle Moussine. Je dis Moussine. Parce que lui, en fait, il avait une proposition que Lidl reprenait le showroom. Okay, il avait une proposition de loyer qui était déraisonnable parce que les supermarchés, ça paye très bien. Puis tu as la garantie au fil de paiement, tu vois. C'est des bonnes boîtes. Et là, je lui dis Moussine, qu'est-ce que tu penses si moi, je reprends le showroom? Il me regarde comme ça, il me dit, t'as envie de reprendre? Et je dis, non, j'ai pas envie de reprendre. Mais j'ai pas envie que ça s'arrête non plus. Je fais, si toi, tu as décidé d'arrêter, alors, c'est pas l'envie, mais je vais le reprendre. Il m'a regardé, il me dit, tu veux le reprendre? Ça, c'était un moment incroyable. Il a pris le contrat de l'offre qu'il avait reçue de Lidl, et devant moi, il l'a déchiré. Il m'a dit, le magasin est à toi. Et tu vois, le destin, il est là, en fait. Et là, j'en suis revenu, en fait, à 2 semaines auparavant, où j'avais dit non à son plus grand concurrent. Lui n'a jamais été au courant. Je pense qu'il va être au courant s'il écoute ce podcast. Il ne le sait pas encore aujourd'hui, alors qu'on est 14 ans après. Hein. Il ne le sait toujours pas, je ne lui ai jamais dit. Tu vois, mais aujourd'hui, j'en témoigne publiquement, c'est important, c'est pour partager quelque chose aux jeunes. Hein. Les gars, soyez fidèles, soyez bons, donnez vous-même votre propre valeur. Et tu sais quoi, peut-être qu'un patron ne va pas le ressentir, peut-être pas. Peut-être qu'une personne, tu vas lui faire du bien, elle ne va pas le voir. Mais je t'assure, et ça, il faut vraiment le croire. Lui, là-haut, il le voit. Et que si c'est pas lui là-haut, si toi tu crois pas en lui là-haut, la nature elle le voit. Et le karma il te revient. Tu donnes du bien, le bien il te revient. Et moi en fait ce qui s'est passé, j'aurais jamais eu les moyens de toute ma vie de reprendre ce magasin parce que dans mes convictions religieuses, je ne peux pas faire de crédit à intérêt en tout cas. Et donc j'ai pas les moyens de reprendre ce magasin. Mais le fait que je lui dis ça, il m'a dit Isma, on va trouver un terrain d'entente. Est-ce que tu penses que si tu calcules ce qu'il y a ici, qu'on revoit ce qu'il y a dans le fonds de commerce, est-ce que tu peux le reprendre et le payer en 2 ans sans intérêt? Mais quel patron, quel mec va te faire ça dans ta vie aujourd'hui? Tu vois? Alors, c'était un cadeau dans les 2 sens, parce que lui, bien sûr, s'il quittait du jour au lendemain, il devait brader ça, il devait se démerder pour le liquider, et ça aurait été plus difficile. Ok, donc ça lui rend aussi un service, mais sincèrement, il n'a pas non plus l'obligation de le faire comme ça. Après, il m'a donné la possibilité de reprendre sans devoir payer de garantie locative, sans devoir payer vraiment de passe-porte. Et donc, moi, j'ai une reconnaissance incroyable. C'est en Dieu d'abord et en lui aussi, parce qu'il faut être reconnaissant envers les gens, tu vois. Mais tout ça, pourquoi est-ce qu'il me l'a donné à moi, entre guillemets, donné, ou cédé? Parce qu'il y avait une confiance incroyable. Il y avait une confiance, une fidélité où moi, j'ai jamais compté mes heures pour lui. J'ai jamais demandé, tiens, j'ai fait 3 heures de sup, il faut que tu me payes 3 heures en plus. Et en fait, je pense que lui, voilà, il a vu tout ça. Et même les choses qu'il n'a pas vues, ben, Dieu les a vues. Et finalement, tu vois, ben, j'ai eu la possibilité que ce magasin donc, soit à moi. Ensuite, très vite, j'ai compris que le faire tout seul, ça aurait été un drame au niveau familial, donc on en parle. Et j'ai eu un beau-frère, donc le frère de mon épouse, Mohamed Akabi, qui par là aussi, à nouveau, un coup du destin. Il travaillait, était employé chez Viking, donc dans des trucs qui vendent, c'est des accessoires de bureau, des feuilles, des bics et tout. Et lui, il était dans la partie qui gérait la comptabilité. Mais c'est quelqu'un qui était très soigneux, très méticuleux, aussi un gars de parole, qui était courageux, travaillait les week-ends. Et j'aimais beaucoup sa mentalité, il était très pro. Et puis, il était aussi très, très soigneux dans le fait de installer des meubles. Moi, je sais pas installer, tu vois, je sais pas taper un clou, j'ai jamais été manuel, tu vois. Et lui, voilà, il m'a proposé, il m'a dit, est-ce que tu veux d'abord juste que je t'aide, tu vois. Et le fait qu'il m'a dit, est-ce que tu veux que je t'aide, au lieu de me dire, est-ce que tu veux que je m'associe, m'a donné envie de le prendre en tant qu'associé. Et là aussi, tu vois, de se dire, voilà, tu parlais tout à l'heure, tu vois, des fois, quand tu as l'opportunité d'aider quelqu'un de proche, lui, sa première volonté était, est-ce que tu as besoin d'un coup de main, tu vois. Il n'a pas été est-ce que je peux t'acheter des parts? Parce que tu vois, la discussion n'est pas la même. Et justement, tu vois, à nouveau, lui, par rapport à ce qu'il a fait, tu vois, finalement, il a bien sûr investi un peu, mais ce qu'il a investi, il l'a récupéré en 1 mois. Donc, et il a quand même, voilà, une part importante dans tout ce qu'on a constitué. Et pour moi, voilà, le fait d'avoir été à 2, ça nous a permis d'avancer et d'évoluer. Et donc, on crée des post-it. Directement,
on décide de sortir tout ce qui est Made in China, Made in Turquie. Ça a été une volonté première. Et de se dire, je ne fais que du Made in Europe. Je ne travaille qu'avec des marques européennes pour apporter une plus-value aux gens. Et en fait, très vite, en 2 ans, on remarque direct le fait que ça à nous, qu'on est un peu plus frais, plus dynamique que nos goûts. Là, moi, je peux décider tout. Dans le temps où je bossais pour mon patron, c'était mon patron quand même qui restait le vrai décideur sur ce qu'on achète, ce qu'on vend. Je donnais des conseils, des avis. Mais mon patron faisait une foire, il achetait des choses, j'avais rien à dire. S'il avait estimé d'acheter des trucs, c'était encore son magasin. Donc, tandis que là, on a ramené des choses beaucoup plus modernes et on a décidé de se différencier. Donc, on a ramené beaucoup de choses qui n'étaient pas encore distribuées en Belgique. Et vraiment, voilà. Et donc, très vite, en 2 ans, on se rend compte qu'on a une très belle croissance, 40% la première année, 40% la deuxième. N'oublie pas qu'on reprend septembre 2008. On est juste après la faillite de Lehman Brothers, qui est une période très grosse crise, un peu comme ce qu'on vit aujourd'hui, très difficile de ce temps-là. Mais en fait, en apportant comme ça cette dynamique, on touche quand même une clientèle qui justement veut des conseils, des avis. En fait, notre clientèle change. Et puis, voilà, cet endroit-ci, en fait, il va démarrer 2 ans après notre... Il n'a pas encore démarré 2 ans, mais la première pierre à l'édifice, elle démarre 2 ans après. Donc la première année, on fait plus 40, la deuxième année, on fait plus 40. On est des mecs aussi, on travaille dur, on aime bien les belles choses. Donc première année, moi, j'achète une belle voiture. Deuxième année, on en prend une belle pour mon associé. Et la troisième, c'est quoi? On fait un hélicoptère ou on fait un truc insensé. Et donc là, nous, on décide de faire un truc plutôt insensé, c'est-à-dire que moi, je vais avoir 2 marques assez haut de gamme par rapport aux collections qu'on vend. Pour donner un exemple, on vendait des ensembles de canapés, un canapé 3 places, un canapé 2 places, un ensemble comme ça à 999 €. Et on a été voir une marque où quand tu prenais les 2, tu étais à 15 000. C'est des salons faits main, très haut de gamme. Et alors, on vendait des salles à manger où tu avais un buffet, une vitrine, une table, 4 chaises à 999. Et on a été voir une marque qui s'appelle Catalan Italia. Quand tu prenais le buffet qui était à 4 000, la vitrine à 4 000, la table à 5 000, la chaise à 1 000 € la pièce, tu étais à 20 000 €. Donc, on a été voir 2 univers totalement, je veux dire, de l'autre côté du pont, je veux dire, en faisant un grand écart incroyable. Et pour bien comprendre ça, dans les meubles, tout le monde peut vendre ces marques-là, ou bien tu dois avoir l'exclusivité justement de pouvoir les vendre? Alors, pas nécessairement l'exclusivité, mais il y a quand même des codes. Tu dois avoir un beau magasin, tu dois avoir un parking, et tu dois avoir un magasin qui vend du haut de gamme. Donc non, c'est pas des marques que tu peux, que tout le monde peut avoir. Mais t'as pas nécessairement l'exclusivité. Donc, il peut y avoir plusieurs revendeurs par marque. Et dans ce temps-là, ces 2 marques-là, effectivement, il y avait déjà justement d'autres revendeurs. Mais il y a des codes. Donc, tu dois avoir un magasin, bien sûr, avec un parking. Tu dois avoir un beau magasin qui revend des belles marques, un magasin confortable. Tout ce qui est logique et sensé. Et nous, on était justement, on n'avait rien. Donc, dans ce temps-là, on a un magasin, donc, rue des 2 Gares à Anderlecht. Pas de parking, pas d'airco, pas de chauffage, aucune marque, ne fût-ce que moyenne haut de gamme. Et donc, moi, quand je vais voir ces marques ne comprennent pas la démarche. Mais M. Boufraï, je ne comprends pas. Et moi, je suis là avec toutes mes convictions où je dis, écoutez, il y a un moment donné, moi, j'ai envie de faire quelque chose de bien, j'ai envie de vendre des belles choses. Et si personne ne me donne ma première chance, je ne vais jamais avancer. Donc, c'est tout le monde. On me dit, oui, mais vous savez, il y a des exercices, il y a des échelons. Et en fait, effectivement, je crois que ça a toujours été aussi un peu l'histoire de ma vie. C'est au lieu de marcher marche par marche, des fois, tu sais, comme quand tu cours, tu prends 4 marches à la fois. Et moi, en fait, j'ai pas pris 4 marches à la fois, j'ai monté d'un étage direct, c'est-à-dire que, voilà, j'ai pris un trampoline et j'ai été direct là parce que j'étais tombé amoureux de ces 2 marques-là, je les aimais bien, je voulais vendre ça. Et je ne voyais pas l'intérêt de passer par des intermédiaires pour attendre 3 ans, j'aimais bien. Et donc, j'ai dû montrer beaucoup de force de conviction, surtout qu'à ce moment-là, Catalan Italia est revendu par un magasin qui s'appelait Maxima Moto à l'avenue Louise, qui était numéro 1 en Belgique avec la marque et qui, à vol d'oiseau, était à 2 km. Donc, en fait, j'avais, je ne vais pas dire le plus gros ennemi, mais l'argument le plus important pour que l'agent me dise non. Mais M. Boufraï, même si je crois en vous, je peux juste pas. Déontologiquement, le mec est à 2 km et lui, il a une superbe vitrine, il est sur l'avenue Louise. Et moi, je vais donner à un mec qui est à 2 km, qui est à Gare du Midi, près du marché. Mais à nouveau, je pense le destin, la relation se passe, le feeling se passe très bien entre l'agent et moi. Comprend, je pense que je suis assez, que j'ai une vision. Et en fait, ma volonté est de faire, je déteste utiliser ce mot, mais de me dire, écoute, j'ai envie d'éduquer les gens. J'ai envie d'apprendre des choses aux gens. Et en fait, l'idée d'avoir ces marques-là était pour créer une nouvelle collection. Donc, dans le temps, le magasin s'appelle Dépôt Style. Et moi, je voulais faire D-Style. D-Style, c'était l'idée de D de design, mais aussi D, quand on le prononce en anglais, de. Donc, tu as le style, tu as D-Style. Et je me disais, je voulais expliquer aux gens, en fait, ce qui se passe dans notre métier, contrairement justement aux montres et aux voitures ou aux sacs à main chez les femmes. En fait, on a un domaine que les gens ne connaissent pas.
Et tu as beaucoup de mal à comprendre. Tu l'as vu aussi quand on a fait ensemble notre intérieur, Lucas. Tu découvres un nouveau monde, en fait, et tu ne l'as jamais appris nulle part. Tu ne comprends pas pourquoi une chaise coûte 200, une autre 500, une autre 1000 et une autre 2000. Tu ne connais pas les marques. Personne. Et des fois, les marques ne sont même pas justifiées. Et donc, en fait, moi, je m'étais dit, je voudrais avoir un exemple concret pour pouvoir expliquer aux gens. Voilà, j'ai ici un canapé à 1000, j'en ai un à 2000, j'en ai un à 5000, mais j'en ai aussi à 15 000. Et l'idée était juste vraiment d'avoir un peu comme une galerie ou un musée. Je pensais pas vendre. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure, tu penses à faire quelque chose tu penses pas à l'argent. Franchement, je pensais même pas qu'on arriverait à vendre ces canapés. Je me disais juste, je veux le partager, je veux montrer. Et ouais, tu kiffais vraiment le truc, quoi. Oui, je voulais avoir une belle partie. Et donc, mon associé et moi, on en discute, on en parle. Et en fait, on décide justement avec ce qu'on a gagné la fin de la deuxième année, plutôt que d'aller d'investir dans des dépenses de plaisir, se dire, tu sais quoi, on va faire un truc à fond perdu, quoi. On va investir tout ce qu'on a gagné. C'est d'ailleurs ce qu'on a quasi toujours fait depuis 14 ans. On réinjecte tout. Et on se dit, tu sais quoi, on est parti, on a réussi à avoir l'accord des deux marques. Par un miracle qu'on ne sait pas, mais aujourd'hui, on est numéro 1 pour cette marque depuis 10 ans. C'est mon plus grande fierté dans ce métier parce que c'est une reconnaissance vis-à-vis de l'agent qui nous a fait confiance. Donc moi aussi, puis aujourd'hui, c'est l'un de mes meilleurs amis. Je l'adore, Pierre. Coucou, tu vois. Et Gabriel Guetti, qui est le CEO, le propriétaire de la marque Gamma. Donc ça, c'est les deux, pour moi, c'est devenu de la famille. C'est plus des représentants. C'est plus l'autre, Gamma, c'est son usine. Et lui aussi, c'est une histoire incroyable. Mais voilà, on a réussi à joindre l'utile, l'agréable et nourrir une amitié et réaliser des choses incroyables en Europe qui ont été en fait le fondement de D-Style. Donc ça a été la base. Là, on est en 2011 quasi. Et donc, on travaille de 2011 à 2019 avec du haut de gamme où chaque année, on fait rentrer des nouvelles marques. Et 3-4 ans après, donc en 2015, je fais rentrer Fendi Casa. Fendi Casa, c'est le Hermès du mobilier. À fond, ouais. Donc, on a été le seul, ça c'est unique au monde. On est les seuls. Là, vous pouvez questionner tous les revendeurs Fendi Casa dans le monde entier. Là, tu peux tous les appeler. Il n'y en a pas un seul qui est revendeur de produits bas de gamme. Donc, Fendi Casa n'est distribué que dans des magasins ultra exclusifs. On est les seuls à avoir réussi à avoir la marque à la gare du Midi. Ça a été une exception d'ordre mondial. Tu vois, et on a comme ça plusieurs très belles histoires. C'est-à-dire que même dans un petit pays, dans un petit quartier, à fond, un petit étranger, tu vois, enfin, ou un enfant issu de l'immigration, il sait réaliser des choses extraordinaires s'il y croit. Et c'est ça le truc. Après, je dis s'il y croit et si Dieu le veut, parce que tu peux y croire, tu peux travailler. Et Dieu, il veut pas. Moi, je reste très modeste. J'ai rien réussi tout seul. Si lui avait destiné que je le ferais pas, je l'aurais pas fait, les gars. Et c'est pour ça que je dis aussi, il faut garder même la réussite ou le parcours modeste avec beaucoup d'humilité. Je le dis toujours pourquoi, parce que c'est facile de le dire. Mais je vous dis un truc. Si là, maintenant, pendant qu'on se parle, j'ai une extinction de voix, je suis plus capable de vendre 99% de ce que je sais vendre. Il faut rester modeste. Parce que la voix, c'est quelqu'un qui me la donne. Tu vois, les pensées, la mentalité, tout plein. Et donc, mais on a quand même réussi à faire des choses incroyables. Et il y a un moment donné, donc je commence à réaliser des projets. Donc je suis passé, si tu veux, au début où on est vendeur de meubles, à réalisateur de projets, et je suis vu par les gens plutôt comme un designer ou un architecte d'intérieur. Et donc j'ai de plus en plus de gens qui, comme toi, viennent me voir, pas pour m'acheter un meuble, mais pour que je les conseille. C'est ça, exact. Tiens, Isma, voilà, je fais ça, quel type de bureau je dois acheter? Je fais plus de la vente, je fais du conseil. Tiens, toi, tu es dans ce domaine, tu dois plutôt aller sur un bureau en bois, toi, tu es dans ce domaine plutôt dans un bureau en cuir, toi, tu es dans ce domaine, il faut plutôt tel type. Et donc, je suis vu comme ça et je commence à réaliser de plus en plus de projets. Et en fait, à un moment donné, je commence à être gêné aussi par cette fameuse émission dont tu parles, Les Belges en or, qui a été ma première émission publique où je montre des choses privées. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas dû être facile, voilà. ça. Ouais, ça a été quelque chose qui a été contraire à tout ce que moi j'ai partagé jusque-là. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, jusqu'à cette émission... Parce que juste pour reposer un petit peu le cas, cette émission-là, vue de l'extérieur, c'était un petit peu quelqu'un qui réussit, mais pour tout le monde, pas que pour toi. Et alors, on voyait beaucoup de matériel, etc. Et vu que c'est diffusé en Belgique et en Wallonie, et je critique pas du tout parce que moi, je viens de Wallonie, mais c'est vrai que le rapport à l'argent, la majorité des gens, est souvent mal perçu. Exactement. Ou bien parfois, les gens vont rigoler, tu vois, vont se foutre un petit peu de la gueule des gens qui ont réussi. Oh, regarde-le, maintenant, il a de l'argent, il se prend pour, je sais pas, je sais pas quoi. Moi, j'ai accepté de jouer ce rôle, entre guillemets, ou en tout cas de participer à cette émission parce que j'ai pas joué un rôle, j'ai vraiment participé. Ils m'ont suivi, ça a été très, très honnête. Et d'ailleurs, je remercie les monteurs parce qu'ils ont été sincères dans leur montage. Ouais. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ont vu toute l'émission de tous les profils, la but quand même, ça reste RTL TVI. On est dimanche, ils veulent faire rêver les gens. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je disais juste que je veux qu'on soit aussi honnête avec les gens. Et dans ma vraie vie à moi, alors ok, c'est cool, j'ai une belle voiture et on fait des belles choses, mais le plus important, c'est pas ça. Moi, c'est la transmission de comment ça s'est fait. C'est le gamin de la cage aux ours
sorti de là, démarré avec un salaire d'apprenti et qui aujourd'hui n'est pas riche, parce qu'en plus c'est la vérité, je suis pas riche. C'est mes entreprises qui ont un fonds de commerce qui est devenu très important, mais sur mes comptes, moi j'ai pas des millions, loin de là. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, on a quand même réalisé des choses importantes et c'est réalisable. Et c'est ça que je voulais partager. Et donc en fait, jusqu'à cette émission-là, mon parcours faisait que notre croissance s'est faite avec le bouche à oreille. Okay. Que pendant 10 ans, parce que ouais, on va dire même quand l'émission démarre, je crois que c'est en 2000, je dis pas de conneries, l'émission est en 2017 ou 2018 je pense, il y a 4 ans. Et donc nous on a repris le magasin en 2008. Et donc pendant 10 ans, notre croissance s'est faite sans jamais avoir fait une seule pub, Lucas. J'ai pas connu ce que c'était la pub. Notre pub était notre travail. Tu travailles dur, c'est ton client qui ramène ton travail. Et moi, j'étais content de travailler comme ça parce que je disais ça à toutes mes équipes. Je disais, en fait, on a un reflet direct de si on bosse bien ou pas. Parce que si tu bosses pas bien pendant 6 mois, tu sens qu'il y a moins de monde qui vient. Mais quand tu bosses bien, tu as des amis. Et donc, en fait, c'était notre moyen de nous mettre une pression. Et donc, quand j'arrive à RTL TVI, comment un mec qui n'a jamais fait ni publicité, ni rien montré, moi, j'avais posté une photo privée sur Facebook. Tu vois, je poste rien de privé. Je veux dire, comment tu acceptes à montrer des choses? Je l'ai fait justement parce que je me disais, tiens, je pense qu'on peut témoigner pour la génération d'aujourd'hui, parce que bien sûr, je reste issu de l'immigration. Je reste issu des quartiers défavorisés. Et moi, je n'aime pas trop la victimisation. Elle est là, elle est réelle. La discrimination, elle existe. Je suis là pour en témoigner. Mais je n'aime pas la victimisation. Moi, ce que je voudrais, c'est que ces enfants qui soient victimes justement de cette discrimination, qu'à travers nos profils, qu'ils se disent, tiens, c'est faisable. Et qu'ils peuvent y croire. Tout le monde ne doit pas arriver à un certain niveau, mais juste les gars, faut pas voir le designer ou l'architecte d'intérieur ou non. Ouais. Regardez juste que j'ai pu travailler normalement, avoir un salaire juste décent à un moment donné. Mais voilà, si tu peux juste ça et faire déjà ça, c'est déjà bien, tu vois. Et de se dire. Et donc moi, quand j'accepte de jouer, de participer à l'émission, c'est de me dire voilà, ça va nourrir les gens, bien sûr issus. Et surtout, je voulais aussi être un lien entre les Belges qui n'ont pas connu des jeunes issus de l'immigration et des gens musulmans pratiquants qui ont un vrai qui sont juste voilà, qui n'en ont pas connu des fois. C'est vrai que moi je leur en veux même pas, et de se dire tiens, parce que moi j'avais voulu transmettre aussi ça dans l'émission, et qui puissent dire tiens, en fait non, l'islam c'est pas ce qu'on entend dans les médias mainstream. Non, en réalité c'est ça, c'est de partager des vraies valeurs de partage, de patience, de gentillesse, pas faire du mal, même pas une mouche, même pas, tu vois, rien, tu vois. Et c'est ça le truc. Donc moi j'ai voulu faire ça, et le problème de l'émission, c'est qu'en fait, j'ai commencé à être contacté par des gens qui ne me connaissaient pas. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que chaque chose, il faut pouvoir en voir l'opportunité. Donc moi, jusque-là, j'avais pas de gêne avec mon magasin. Ouais. Parce que quand Lucas, par exemple, qui me connaît, parle à un ami à lui, quand bien même tu connais les défauts du magasin, tu connais la qualité du personnage ou du magasin, tu dis à tes amis, ouais, écoute, Isma ou Dépostyle, ils sont à Anderlecht, mais ouais, tu vas voir, parce que ce que tout le monde disait, c'est pas un quartier top, mais vas-y, ils ont des chouettes trucs, tu vois. Et donc, j'avais des gens qui venaient prévenus que le magasin était pas top. Ils étaient prévenus qu'il n'y a pas de parking. Mais comme c'est les amis des amis, ils viennent quand même. Tandis que là, je passe dans une émission qui est très lifestyle, où on montre bien sûr que des choses qui font rêver, on montre mes plus beaux projets. Et donc effectivement, là, ça t'attire des clients d'un autre niveau que tu ne connais pas. Et là, tu te dis, je peux plus les ramener à la gare du Midi, il y a un problème. Ah, ok. Puis j'ai aussi des amis qui m'ont poussé très fort, aussi je ne peux pas dire un influenceur, mais notre ami EH0601, Emmanuel, que beaucoup de gens connaissent, qui, moi, est un ami très proche. On a grandi, on a partagé énormément de choses, et qui, lui, a été le tout premier à me dire, Isma, il faut que tu sortes de ce quartier-là. Donc, tu dois avoir comme ça des gens autour de toi qui te perturbe un peu, tu vois, qui te secoue. Parce que moi, j'étais dans ma zone de confort, en fait, dans ce quartier-là. Je connaissais tout le monde, et j'étais tranquille dans ma croissance habituelle. Mais ça, c'est rare, parce que même parfois, des bons amis ne vont pas spécialement te dire ces choses-là, en fait. Non, lui, il a été le premier. Tu vois, il y en a eu d'autres, tu vois. Donc, bien sûr, mais il a été le premier à me dire, Isma, tu dois sortir de là. Tu vois. Et donc, lui qui me disait ça. Puis l'émission qui arrive, et où je me dis, bon, écoute, les gens, maintenant, viennent de Paris, de Côte d'Azur, de Suisse. T'appelles, on te dit je veux venir te voir, tu vois. Donc de nouveau des signes en fait pour évoluer quoi. Voilà. Et donc c'est ce qui nous a poussé, Mohamed et moi, à réfléchir et se dire tiens, on doit sortir d'e-style de là. Et puis c'est le coup du destin. Donc moi j'ai via le voisin de ce bâtiment-ci, Bernard, qui est le distributeur de Bulto, puis ici sur Woluwe Saint-Étienne, qui m'appelle, qui me dit Isma, j'ai la moitié de mon bâtiment gauche qui se libère. On cherche un exploitant et je pense que c'est un truc qui pourrait faire goal parce que lui bien sûr il vend des cuisines exclusives. Et on vient avoir le bâtiment, on négocie avec le propriétaire, ça prend même pas 24 heures et on signe direct. On n'était pas prêt, mais voilà, c'était le moment, il fallait le faire et on l'a fait. Et donc après, on en arrive à la genèse de ce projet donc, que tu as rencontré ici. Lucas, ce projet ici, il est né par aussi mon parcours et mon évolution dans le monde
lifestyle tout court. Donc moi, quand j'ai grandi et que je suis devenu patron aussi, donc j'ai rencontré des nouveaux mondes. J'ai été client dans les boutiques horlogères, j'ai été client dans les marques de voitures de luxe et j'ai rencontré des gens qui sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus riches que moi. Et quand j'ai vu ces gens, en fait, j'ai souvent vu des gens qui avaient des très belles choses qui se voyaient, mais quand j'ai eu la chance de voir leur intérieur, souvent ils avaient un intérieur qui n'était pas leur image. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, on donnait plus d'importance à l'intérieur. Et je me suis dit, mais Isma, ces gens-là, là on parle de gens qui ont des moyens, c'est pas des gens qui n'en ont pas. Mais en fait, juste, voilà, ils ne connaissent pas souvent. Et donc, j'ai voulu faire un lieu qui va recueillir, qui va attirer les gens qui aiment bien les belles choses. En règle générale, les belles bagnoles, les belles montres, les œuvres d'art. Et je me suis dit, tu sais quoi, Isma, il faut que tu fasses un projet qui va plaire au monde entier. J'ai pas dit, je vais faire un truc qui va plaire aux Belges. J'ai pas dit, je vais faire un truc qui plaît aux Bruxellois. Non, non. Et là, c'est ce qui m'a nourri. Tu vois, tous ces mercredis, quand je m'arrêtais, chaque fois que j'étais en vacances partout, à Dubaï, au Qatar, à Los Angeles, partout, chaque fois que j'ai croisé un beau magasin de meubles dans ma vie, je me suis arrêté, j'y suis rentré. Et en fait, ici, c'est le meilleur de tout ce que j'ai vu. Et je vais même te dire, c'est ce que je n'ai pas vu. Tu vois, je me suis dit, qu'est-ce que moi, je peux amener en Europe? Et donc, tu vois, je n'ai pas amené les marques les plus faciles. J'ai amené des marques très compliquées parce que je n'aime pas ce qui est facile. Tu vois, et les marques faciles, tout le monde les revend déjà. Tu vois, il y a des très belles marques qui sont connues, hein. Cassina, Minotti, Vitra, pour pas les citer, mais elles ont déjà 22, 23, 24 vendeurs. Les apporter aurait été rien de... Moi, je voulais apporter quelque chose à mon pays. Je me dis, nous, on est nés, on a grandi ici. Je voudrais que quand on m'enterre, on dise Isma, dans son domaine, il a changé les règles. Il a apporté quelque chose de nouveau. C'est ça mon objectif, tu vois. Donc c'était et c'est là que j'adore moi une pub ou un message de Audemars Piguet, tu vois, où before to change the rules you must first master them. Donc avant de changer les règles, tu dois d'abord les maîtriser. Et moi donc dans ma recherche, j'ai d'abord cherché à maîtriser mon domaine et une fois que je l'ai maîtrisé ou que je pense l'avoir maîtrisé, ah ben maintenant j'ai mes propres codes et aujourd'hui on réalise des projets que personne ne réalise dans notre domaine. Ouais, c'est incroyable. Franchement, félicitations pour tout. Et rien qu'en t'écoutant, ça me donne limite les frissons parce que c'est juste incroyable tout ce que tu as fait. Ça se voit vraiment que tu es passionné. Et je crois que c'est aussi grâce justement au fait d'être extrémiste dans son domaine que tu peux arriver à faire ça. Il y a vraiment du bon aussi à tirer de ça, surtout quand tu es entrepreneur pour arriver justement à un objectif et à faire des choses dans ta vie, quoi. Mais c'est certain. Moi, il y a un sujet que je parle pratiquement avec tous les entrepreneurs que j'interviewe. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de chacun. C'est par rapport au Covid, non pas à ce qu'on a raconté dans les médias, etc. Parce que chacun a une opinion vraiment très différente là-dessus. Et c'est pas le but du podcast non plus, mais c'est par rapport au Covid lié au business en fait. Toi, tu as un business physique de vente de meubles, donc tu as créé ce magasin-ci. Je pense que quelques années après, le Covid est arrivé. Comment tu as réagi par rapport à ça? Est-ce que justement tu as réussi à tirer profit du Covid ou justement ça a été difficile à ce moment-là en fait? Alors nous, ce magasin, tu dois savoir qu'il est né le 25 janvier 2020. Alors c'est pas quelques années, hein. C'est un mois. Bah, tu vois, je savais même pas. Donc moi, je l'ai connu en fait pratiquement au début. Quasi au début, tu vois. Et on est quasi un mois après. Et honnêtement, ça a été, alors là, je vais te dire, quelque chose d'inimaginable parce que, à nouveau, on a mis 100% de fonds propres. Tout ce qu'on avait, on l'a mis dedans. Toutes les économies, je veux dire, tout, même de la famille. On a été emprunté pour terminer. Et en fait, tu te dis que tu es dans un business model où bah, tu as quand même une expérience. Parce que ça faisait, quand on fait ça, donc on est en 2020, on a quand même déjà 12 ans d'expérience avec des habitudes où tu sais que tu as quand même un certain chiffre d'affaires qui va être réalisé. Tu connais le minimum de ce que tu es capable, donc tu le sais. Et tu as l'État qui arrive et qui vous dit, voilà, 14 mars, vous devez fermer. Et mais les gars, bon, ici, vous voyez une capsule, hein, on est dans une vidéo, il y a 1000 mètres carrés dans ce magasin, et je suis dans un lieu exclusif. On n'est pas chez Ikea pour les citer, on est dans un lieu qui, en temps normal, va avoir un niveau de fréquentation d'une personne par heure. Ouais, c'est vrai, chez moi, ici, le Covid, avant qu'il se répande, faut beaucoup. Comment on peut accepter, alors je vais dire ça comme ça, les boulangeries ou les bricots, et interdire des magasins comme les nôtres? C'était complètement débile. Alors, on est dans une situation inédite. Il n'y a personne qui prenait des décisions intelligentes parce que c'était une situation que personne n'a connue. Et on a dû, nous, être victimes. En réalité, on aurait pu nous laisser travailler, hein. Moi, je pouvais très, très bien m'asseoir dans mon bureau ou dans une table où le client est à 3 mètres de moi et on sait quand même travailler. J'ai des grands écrans. Mais en fait, non. Tu es victime d'une situation qui a été très, très, très brutale parce que tu n'as plus un bal de côté. Mais vraiment plus un bal. Tu as des engagements financiers qui font que tu t'es engagé sur des remboursements de ce que tu as emprunté à des proches sur de très courts termes. Et en fait, tu fais zéro. Zéro, hein.
magasin fermé dans notre domaine à nous. Moi, je vends pas des pralines où les gens peuvent commander online. Hein. On vend du mobilier. Ça, la première chose que les gens ont envie de faire quand ils achètent du mobilier, c'est venir essayer un truc. Tu peux pas acheter un magasin fermé. Donc, ça a été vraiment dramatique. Et justement, ça rejoint ce qu'on disait au début du podcast. En fait, quand il pleut, que les gens râlent, c'est de la manière dont tu vas réagir. Exactement. Du coup, tu as réagi comment à cette situation-là? Écoute, en rigolant. Je dis, c'est incroyable ce qui arrive, c'est difficile à croire, en gardant un mindset positif. Donc moi, j'ai jamais accepté de rester à la maison. Donc malgré que le magasin devait obligatoirement être fermé, je venais au bureau tous les jours, à bureau fermé, et je trouvais des trucs à faire. Donc je me suis occupé pour que mon esprit reste tout le temps positif, et j'ai quand même répondu à quelques WhatsApp d'amis, grâce à Dieu, je les remercie, qui me disaient, Isma, je suis à la maison, il me manque ça. Isma, je suis à la maison, il me manque ça. Donc on a vendu 10 fois moins, hein, mais j'ai quand même vendu un peu. Ça m'a permis, parce que nous, on n'a pas de crédit. Donc, on a des loyers. Et moi, j'ai dû payer le loyer. Parce que les propriétaires me disent, moi, je suis désolé, je suis aussi victime de cette situation. Et je sais pas, faut que tu payes. Donc, moi, contrairement à ceux qui avaient des crédits, qui pouvaient reporter les crédits, pour les gens qui avaient des loyers, l'État belge n'a rien fait. Contrairement en France, où les gens ont eu des facilités. Nous, on n'a rien eu. Donc, moi, mais au moins, j'ai pu payer le loyer. Tu vois, donc voilà, mais j'allais travailler tous les jours à bureau fermé, je suis resté positif, et en fait on a attendu que la tempête passe, parce que c'est tout ce que tu peux faire, mais j'ai jamais dit c'est un drame. Non, c'est la vie, c'est comme ça. Je pense que personne n'a choisi que ce Covid soit là. J'ai pas été d'accord avec les décisions qui ont été prises, mais est-ce que je peux les changer? Non. Donc je ne change que ce que moi je peux faire. Moi, aller au bureau tout seul, je pouvais y aller, parce que professionnellement, quand tu pouvais pas travailler at home, tu avais le droit d'aller travailler à bureau fermé. Et moi, ce qui était le cas, moi, ici, même pour faire un projet, j'ai besoin de mes échantillons, j'ai besoin de mes catalogues. Et ça, c'est des kilomètres de tissu que je sais pas prendre à la maison. Et donc, je veux dire, j'étais dans le respect de la loi. Donc, moi, j'ai été travailler à bureau fermé et j'ai fait ce que j'ai pu en acceptant cette fatalité qui était là. Et voilà. Puis elle est passée, Voilà, comme tout le monde. Je veux dire, c'était une situation inédite, mais restez positif, quoi qu'il arrive. Restez positif. Yes. Pour terminer ce podcast, parce que je sais que tu as aussi un emploi du temps fort chargé et je le respecte. Moi, j'ai encore 2 dernières questions à te poser très rapidement. La première, c'est pourquoi est-ce que tu n'as jamais fait de crédit? En fait, moi, ça m'a marqué quand tu m'as dit ça la première fois. Tu m'as dit, moi, j'ai jamais fait de crédit. Je me suis dit, waouh, c'est quand même fort. Donc, ça veut dire que tu dois finalement presque travailler 10 fois plus que les autres pour pouvoir investir dans quelque chose ou avoir quelque chose dans ta vie, quoi, tu vois. Alors, ça rejoint à la fois, hein, parce que non seulement tu dois travailler 10 fois plus que les autres, mais surtout, tu dois accepter de n'avancer qu'au rythme que Dieu aura décidé pour toi. Parce qu'en fait, finalement, tu sais, quand on est croyant, c'est ça aussi, je pose la genèse d'être croyant. Il faut comprendre ce que ça veut dire être croyant. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent je suis croyant, mais pas pratiquant. Mais non, ça n'existe pas. Tu peux pas dire je crois en quelque chose, je pratique pas. Ça veut dire que tu crois pas. Parce que si tu crois en quelque chose, tu crois que le message est bon. Et si tu crois que le message est bon, tu essaies de le pratiquer. Après, on est tous des êtres humains, et moi je suis le premier à faire des erreurs, tu vois, et ne pas pratiquer assez bien. Mais là, il faudrait un sujet, quasi un podcast à lui tout seul. C'est-à-dire pour te répondre, pourquoi est-ce que le crédit est néfaste finalement? En fait, c'est ça. Donc là, je vais te le répondre en juste quelques lignes. En fait, la notion du crédit, c'est pas le crédit qui est interdit, hein, c'est l'intérêt. Et la notion de l'intérêt, quand on la prend dans son sens le plus large, en fait, elle enrichit les riches, elle appauvrit les pauvres, qu'on le veuille ou pas. Et la notion de l'interdiction de l'intérêt en islam, elle revient à la solidarité. En fait, Dieu, il encourage l'investissement et il décourage le crédit. Voilà, c'est-à-dire que tu pourrais trouver des gens qui investissent en toi et qui sont partenaires, tout simplement comme des investisseurs en bourse, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'alors quelqu'un prend un risque avec toi, il investit, il croit, et en fait, tu encourages une économie normale où on est solidaire et associé. La banque, en fait, tu connais d'ailleurs son principe de calcul de risque. En fait, elle essaye de prendre le moins de risques possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois bien qu'avant de te prêter un bal, ils te demandent la lune. Mais par contre, ils vont prendre l'intérêt. Et donc, en fait, eux, la notion de risque, elle est minime pour eux. Et il y a la notion de gain, elle est totale pour eux. Et aujourd'hui, tu en retrouves des gens, d'ailleurs, tu vois bien avec les taux qui ont augmenté, qui ne travaillent que pour l'intérêt. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et il y a justement ce sentiment de dire, OK, moi, j'accepte mon destin. C'est-à-dire que si Dieu m'a dit que je devais travailler sans ça, je l'accepte. Et je verrai bien où Dieu va m'amener. Et tu sais quoi? Je vous dis rien qu'avec ce que j'ai vécu aujourd'hui, là, j'ai 45 ans demain. Avec ce que j'ai vécu là, sincèrement, je le dis à tout le monde, je peux mourir. Je suis heureux dans ma vie. J'ai une femme incroyable. J'ai 3 enfants, que Dieu les préserve, qui sont, alhamdoulilah, avec qui je suis très heureux, qui sont en bonne santé. Et ça, c'est le plus important. J'ai 2 parents, j'ai 10 frères et sœurs. Et on est une famille unie avec des gens bien. J'ai personne qui est drogué. J'ai personne qui est à la rue. J'ai personne qui a, ne fût-ce que ramené une fois la police à la maison. Donc, tu sais, on est béni. Je remercie Dieu. Et je devais dire, Masha'Allah, parce que ça se dit chez nous.
pour que Dieu continue à nous préserver. Mais ça vaut tout l'or du monde. Et au final, si je dois mourir avec une maison qui va rester une maison de 400 mètres carrés, moi, j'ai aucun problème avec ça. Il y a des gens, ils n'auront pas été studio de leur vie. Il y a des gens, ils n'auront jamais été propriétaires d'un appartement. Et tu vois, c'est ça qu'on oublie. Et le problème de l'intérêt, soit ou le crédit, c'est quoi finalement, en fait? C'est vouloir aller plus vite que ce qui, dans ma croyance à moi, n'est autorisé. Alors moi, je juge personne. Il y a déjà, la société est construite autour du crédit. Donc moi, je comprends, 100%. Je suis pas con, hein. Puis il y a des gens pour qui c'est normal et ils se disent pas qu'ils sont en train de faire un mal. Et la vérité, moi, je les encourage dans ce qu'ils font. Et continue, on vit dans l'Occident et le business tourne autour de ça. Et avec ça, fais-le intelligemment. Mais si moi, dans mes convictions à moi, je me dis que les miennes, ça les rejoint de pas le faire, ouais, c'est très difficile. Je t'avoue, hein, Lucas, c'est pas facile parce qu'il faut accepter le fait d'aller moins vite que les autres. On a mis 10 ans à faire ce showroom. Si je voulais faire un crédit, je l'aurais fait la 3e année. Tu vois, 3e année, j'avais moyen de le faire. J'aurais été voir la banque, j'aurais déposé 15-20% et on l'aurait fait. Mais non. Après, voilà, grâce à Dieu, on a attendu et on a fait un plus beau showroom que ce que j'aurais jamais imaginé faire. Et donc, tu vois, finalement, tu as été peut-être moins vite que les autres à l'instant T, mais finalement, avec la persévérance et les actions que tu as mis en place, quand tu te compares, par exemple, à la majorité des gens, tu es 10 fois plus loin, en fait. Donc, c'est juste pas... peut-être. Tu vois, de mon point de vue à moi, donc même sans crédit, la persévérance et les actions à mettre en place tous les jours, les briques que tu vas poser chaque jour font que, avec le recul et avec 10 ans d'années dans le travail, c'est incroyable ce que tu peux faire sans avoir accès au crédit. Et après, à nouveau, c'est la valeur que toi, tu donnes aux choses. Tu vois, il y a des gens qui donnent de la valeur à avoir sans appartement, par exemple. Moi, j'en ai plein autour de moi et tant mieux, c'est leur valeur à eux. Moi, c'est pas ma valeur. Moi, ma valeur, tu sais, c'est d'avoir passé une belle année avec ma femme et mes enfants. Sincèrement. Alors, si je pouvais avoir aussi ça et sans appartement, je dirais pas non. Hein. Mais ma priorité, elle est d'abord là, tu vois, et d'être bien avec mes convictions. Et donc, tu vois, il faut juste savoir mettre quel est son truc. Et je dis toujours, voilà, franchement, moi, j'ai une mentalité très, très américaine, hein, les gars. Franchement, si vous pouvez faire le milliard, faites-le. Hein. Moi, je pousse tous mes amis à décoller le plus loin possible. Et une anecdote très très vite pour te donner un truc qui m'a poussé aussi quand j'étais jeune, c'est mon oncle qui me l'a raconté. J'avais 7 ans, on se promenait avec mon père et j'ai vu apparemment passer une Ferrari. Et j'ai dit à mon père, hey, papa, un jour j'achèterai ça. Et mon père, il m'a pris, je veux dire, affectueusement par l'oreille. Il m'a dit, Wuldi, ça veut dire mon fils avec de l'affection. Dieu, il est grand. Si tu demande au moins l'usine. Tu vois ce que ça veut dire, ça? Moi, la vérité, je ne m'en rappelle pas, mais je pense qu'elle m'a nourri cette phrase. Parce qu'elle dit 2 choses. Et mon père, on parle d'un taximan. Hein. Mon père aussi n'a jamais fait de crédit de sa vie. Hein. Il est taximan, il n'est pas millionnaire, il n'est pas milliardaire. Et ce n'est pas les grands Elon Musk et compagnie qui vont te dire, tu sais, aujourd'hui, les nouveaux coachs. Hein. Mais pour moi, il a été plus fort que n'importe quel coach de cette planète. Hein. En fait, qu'est-ce qu'il t'apprend? T'apprends d'abord que Dieu est grand, c'est Dieu, c'est pas toi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Ferrari, c'est quoi, fiston? Mais tu sais, quand tu l'as, la Ferrari, tu dis une Ferrari, c'est rien. Comme nous, aujourd'hui, on a réalisé des choses, on peut dire aux gens, c'est rien. Mais non, mais mon père, il n'avait pas la Ferrari. Et quand ton père, il te dit, mais fiston, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Ferrari. En fait, il t'apprend à ne pas être satisfait. Même des grandes choses. Parce que moi, à 7 ans, une Ferrari, c'est le paradis, tu vois. C'est comme un adulte qui te dit un jet privé. Parce que j'ai 7 ans, je vois la Ferrari. Moi, je la vois dans la télé, la Ferrari. Et quand ton père, il te dit que ce truc-là, qui pour toi est un truc immense, il te dit, mais fiston, ça, c'est rien. Demande au moins l'usine. Eh ben, tu vois ça. Ça, je crois, c'est peut-être ce qui, en moi, m'a peut-être nourri le plus sans même le savoir, parce qu'il m'a passé plein de messages comme ça, tu vois. Et c'est ça, et les jeunes d'aujourd'hui, vous satisfaites pas à avoir des petits objectifs. Essayez de changer le monde réellement. Alors c'est difficile à dire, mais même le mec qui a vraiment changé le monde aujourd'hui, les mecs que vous connaissez tous aujourd'hui, parce qu'avec les moyens de communication, on les connaît tous, les fameux GAFA, Google, je veux dire Amazon, même ces mecs-là, les gars, ils ont commencé nulle part. Donc voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on va tous être des GAFA, et je pense que le monde n'est pas fait pour avoir 1 million de Elon Musk. Hein. Le monde n'est pas fait pour ça. Il n'y en aura toujours qu'un ou deux. Mais ok, tu peux ne pas être lui, mais être toi dans ta propre vie et autour de toi, avoir changé la vie juste de ta maman. Exactement. Tu l'as dit tout à l'heure, les parents, avoir changé juste la vie de ta maman, d'un frère, d'un sœur, de ta propre vie. Ah bah c'est déjà pas mal. Exactement. Bah écoute, en tout cas, Ismaël, moi, ce podcast, j'ai kiffé vraiment, et je pense que ça s'est ressenti. Je pense que les gens vont vraiment kiffer aussi, parce que tu as partagé des trucs vraiment très profonds, pas juste, tu sais, travail, etc., mais tu as été beaucoup plus loin, justement, dans la foi, etc. Et moi, c'est vraiment un truc qui me parle aussi, tu vois, qui me fait vibrer. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était comme si que je l'écoutais moi-même derrière mon écran, quoi, tu vois. Donc, c'est incroyable, et l'énergie que tu as, que tu transmets, etc. J'ai vraiment kiffé. Moi, c'est ce que je fais avec justement toutes les personnes qui viennent dans mon podcast, c'est que c'est eux qui terminent le podcast, parce que c'est moi qui l'ai commencé, donc c'est eux qui le terminent. Donc, je vais te laisser terminer ce podcast-ci avec ce que tu veux, soit une phrase, une citation qui te fait kiffer, que tu as envie de partager, ou bien même un conseil à donner. C'est à toi.
Et voilà. Ah bah écoute Lucas, je vais te dire honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de podcasts dans ma vie et j'ai accepté de le faire avec toi parce que pareil, tu sais, on pense tous que nous on est entre guillemets les professeurs et les coachs et moi dans la vie, il n'y a pas de professeur en fait. On est tous des professeurs, les jeunes, et j'ai accepté de le faire avec toi parce que justement, j'ai aussi été très agréablement surpris quand j'ai fait ta connaissance, honnêtement. Et c'est pour ça que je voulais le faire avec toi parce que je trouve qu'aujourd'hui aussi, bah voilà, les jeunes, bah tu vois, j'ai souvent parlé aux jeunes dans ce podcast à travers toi. Moi, je vois beaucoup, malheureusement, de jeunes qui vont pas bien parce qu'en fait, souvent, malheureusement, aujourd'hui, les objectifs des jeunes sont mauvais. Hein, malheureusement, vous apprenez trop tôt, beaucoup trop vite. Moi, je le vois, j'ai des enfants que j'essaie de préserver un maximum. C'est que vous avez trop d'informations à votre âge. Tu vois, un gamin de 12 ans, il prend Google, en tapant des mots et certains mots, tu as peur. Tu dis comment un enfant de 12 ans, il peut apprendre des choses comme ça et voir des choses comme ça. Mais en même temps, si on l'utilise bien, vous allez beaucoup plus vite que les autres ou que nous sans des informations. En fait, quand moi, je t'ai connu, j'étais agréablement surpris. Honnêtement, je te le dis pas parce que c'est toi qui fais le podcast, mais justement parce que pour moi, tu es l'autre partie qui a tiré profit de manière bénéfique. Et ben toi, aujourd'hui, tu peux aussi nous apprendre des choses à nous, tu vois. Et franchement, voilà, moi, je voudrais justement saluer déjà la personne que tu es parce que j'ai vu aussi que de très bonnes choses. Et tu rejoins, en fait, pour moi, les deux mondes. Parce que tu as justement cette volonté de dire, OK, j'ai envie de réussir et j'espère et je te souhaite, et je pense que tu es déjà bien parti pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite que nous, parce que tu as maîtrisé des outils que nous, on ne maîtrise absolument pas. Et pour ça, je dis bravo. Mais là où je voudrais aussi que des gens, je veux dire, s'inspirent de toi, c'est que j'ai très vite vu, et c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce truc-là, parce que je ne veux pas non plus le faire avec n'importe qui et n'importe quoi, c'est que aussi dans ta façon de voir ta croissance et la réussite, bah, tu as quand même aussi déjà, au fond de toi-même, à ton jeune âge, de bonnes valeurs, tu vois. Et ça, c'est très important de les partager. S'il vous plaît, moi, je suis saoulé de voir des gens qui partagent que des trucs, des réussites financières, et je vous dis, les gars, moi, je suis pas contre, hein. J'encourage ça aussi, mais c'est bien partager les deux. Et c'est pour ça que je voudrais saluer, et moi je voudrais terminer que par ça. Si on pouvait avoir plus de Lucas, ce serait top, tu vois. Donc continuez comme ça, montrez-nous des choses que nous on n'a pas vues. Vous avez des meilleurs outils que nous, vous êtes plus jeunes maintenant, vous avez plus envie, et vous démarrez plus tôt avec de bons outils. Donc maintenant j'ai envie de dire à vous de faire en sorte de nous partager, éclatez-nous, et vous êtes aussi les porte-étendards de votre génération, et votre génération c'est le monde de demain, les gars. C'est le monde de demain. Et t'es entre moi et mes enfants. Et donc moi, en fait, je compte sur toi pour que mes enfants ils soient dans un monde meilleur. Donc voilà, continue comme ça et merci pour ce podcast.